Messieurs, dames, bonsoir. Alors là, on est sur quelque chose de très important, que dis-je, de massif. On est sur Quentin Tarantino. Et Dieu sait que parler de Quentin Tarantino, ça fait plaisir. Je crois que c'est la première fois en live qu'on va parler de Quentin Tarantino. Il me semble pas avoir eu l'occasion d'en parler avant. Alors j'en avais déjà parlé dans des lives, parfois tier list sur mes films fétiches, hein, puisque entre Pulp Fiction, Reservoir Dogs et puis en fait les trois quarts de sa les trois quarts de sa filmo qui serait littéralement dans mon top 50, on peut se dire à deux près, let's go. T-shirt John Marston, évidemment vous l'avez reconnu, hein, quitte à rester dans Red Dead Redemption et dans le western, en hommage à Tarantino, au maître comme je l'appelle. Eh ben on va se faire ça, puis c'est un grand plaisir de pouvoir en parler, parce que je vous cache pas qu'en ce moment, je suis très clairement dans ma dynamique spéciale Rodriguez Tarantino. Je me suis fait Une nuit en enfer, je me suis refait pas mal de sa filmo, et puis je suis en train de continuer la série Une nuit en enfer, là, donc forcément ça m'a fait revenir sur Tarantino. C'était une vidéo qui était prévue normalement beaucoup plus loin dans le temps, et je fonctionne beaucoup maintenant aux vidéos, pour certains d'entre vous ont peut-être vu la vidéo qui va annoncer mon futur départ. Beaucoup à l'affect, genre là je me suis fait un planning, mais je sais que par exemple Quentin Tarantino et Le Seigneur des Anneaux, je suis dans le mood en ce moment, donc je vais en parler rapidement. Et là, ouais, effectivement, j'avais envie d'en parler parce que je suis vraiment dans cet état d'esprit très Tarantino en ce moment. Je prépare une grosse vidéo qui devrait faire au moins une grosse demi-heure, si ce n'est plus, sur 10 scènes emblématiques de Tarantino qui font pour moi son cinéma. Donc voilà, alors pour tous ceux qui n'avaient peut-être pas le tenant et l'aboutissant de la vidéo, en gros, je reprendrai une scène par film, qui sont parmi, évidemment, mes scènes préférées, et l'objectif, ce sera de vous faire comprendre comment, par ces séquences-là, on peut retrouver une partie du cinéma de Tarantino. Et en gros, l'idée, ce sera d'avoir les 10 points capitaux du cinéma de Tarantino en une seule vidéo via 10 séquences. Je peux vous en spoiler 2 ou 3, histoire que vous ayez un petit peu mon point de vue, mais par exemple, Once Upon a Time in Hollywood, ce sera la séquence finale. Pourquoi ? Réécrire l'histoire, l'amour du cinéma, sauver Sharon Tate, forcément, là, on va englober et l'amour du cinéma et l'envie de temps en temps chez Tarantino, il l'avait fait sur Inglourious Basterds, de réécrire un petit peu l'histoire, que ce soit du cinéma ou même l'histoire véritable. On va avoir aussi Reservoir Dogs, évidemment, la scène de la torture de Michael Madsen. Pourquoi ? Dérèglement musical, Stuck in the Middle with You, une musique ultra joviale et limite festive, pour une séquence glauque et vraiment profondément violente qui justement rend le truc encore plus malsain et violent. C'est du pur Tarantino, l'enjeu évidemment musical. Ou qu'est-ce que j'ai mis récemment ? Kill Bill. Le premier Kill Bill, avec la scène en animé de Oren Ishii. Comment construire un antagoniste ? La plupart du temps, les antagonistes dans l'univers de Tarantino sont toujours hyper intéressants. Comment les construire de façon fascinante, en plus avec une tradition nippone qui est le format animé. Je sais pas si vous vous souvenez de cette séquence-là, mais moi, ça m'a toujours fasciné, cette scène-là, de Kill Bill, qui présente Oren Ishii, le personnage de Lucy Liu, et puis qui est faite directement en animé, que je trouve absolument fabuleuse. Et il y a mon Cyril qui est dans le chat, ça fait hyper plaisir, j'espère que tu vas bien. Faudrait qu'on essaie de se refaire un petit... Avant que je quitte cette plateforme, faudrait qu'on essaie de se refaire un petit live ensemble, Cyril. Que ce soit pas sur Walking Dead ou pas sur... ou pas sur Walking Dead, parce que ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Mais en vrai, par exemple, un truc à la Tarantino, etc., ça aurait été beaucoup trop cool. Mais je t'embrasse, j'espère que tu vas bien, en tout cas, que tous les projets se déroulent bien. On va donc parler de Quentin Tarantino. Il y aura une partie tier list ensuite, parce que je vous cache pas qu'en fait, pour le live de 30 heures, je voulais le faire, et il se trouve qu'en fait, certaines personnes, pendant la vidéo, pendant la première et pendant la vidéo que j'ai sortie disant que j'arrête YouTube, certains m'ont donné une idée, en fait, de sujets que je pouvais faire pendant mon live de 30 heures, et j'ai décidé donc d'ôter le segment Tarantino de mon live des 30 heures pour l'inclure dans celui-là. Donc on fera une petite tier list, histoire de... comment j'ose dire, histoire de présenter ça et puis de vous faire un petit peu le classement tel que je l'imaginerais si on pouvait faire un classement finalement de Quentin Tarantino, parce que ces films sont tellement élégants, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça non plus, et il a une telle vision du cinéma, il a un tel amour pour le cinéma. Si je devais le décrire, on va revenir un petit peu sur son passé, je vais vous expliquer un petit peu... voilà, une petite introduction sur qui est Tarantino que vous pourrez retrouver beaucoup plus développé dans ma vidéo. Par la suite, on parlera de ses films. La première chose que j'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous poser 2 questions dans le chat. En un mot, c'est quoi pour vous Tarantino ?
C'est dur, la question est horrible, en un mot. En un mot, c'est extrême. Mais c'est quoi pour vous Tarantino? Qu'est-ce que ça représente pour vous le cinéma de Quentin Tarantino? Alors, on a Just Mike qui nous dit bande originale, dieu du cinéma, montage, la manière de traiter le montage aussi chez Tarantino, la manière de réaliser, notamment de gérer le temps, de gérer le temps qui passe et de gérer les systèmes de montage différents. Et vraiment, la passion, cinéma rock, divertissement pur, singularité, les dialogues. Aussi, forcément. Killer, ouais, bah forcément, ça vend pas, ouais. C'est du pur spectacle, smooth. Moi, je vous avoue que ce sera pas forcément une... Moi, je suis un enfant de Tarantino de base et de Robert Rodriguez. Vraiment, genre, c'est pour moi mes deux cinéastes fétiches. Alors, encore plus quand ils sont ensemble. J'aime beaucoup Robert Rodriguez. Je sais que beaucoup n'aiment pas Robert Rodriguez. Moi, je trouve que c'est injuste de critiquer sa carrière pour certains projets, notamment récents, où à mon avis il a été bridé, dans le sens où clairement le mec a quand même pondu quelques grands films. Hein. C'est pareil, on a tendance à se dire que Rodriguez, la plupart des films qu'il a fait, bah, finalement ils sont pas de lui parce que c'est Une nuit en enfer écrit par Tarantino, c'est Sin City, il y a Frank Miller et Tarantino derrière. C'est quand même ôté tout ce qu'il a fait sur El Mariachi avec je sais même pas combien de dollars, 7000 je crois. Enfin, Robert Rodriguez j'aime beaucoup, mais Tarantino c'est un de ceux. Voilà, si je devais, c'est pas du tout original, hein, parce que je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Pour moi, Tarantino, c'est l'amour du cinéma. Je connais pas d'autres mecs. Il y en a énormément. Il y a Scorsese notamment, il y en a plein. Il y a Eastwood qui fera probablement son dernier film, là, il l'a annoncé il y a pas longtemps, puis qui a une carrière qui est plus longue que la moyenne de vie des trois quarts des personnes dans le monde. Mais pour moi, c'est vraiment l'amour du cinéma. T'as Spielberg aussi, effectivement, dans le genre, mais Tarantino a un tel amour, un tel respect pour le cinéma, pour tout ce que cinéma représente, dans tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire dans l'amour des dialogues léchés, de la... Comment vous dire de la moindre musicalité, de la moindre bande originale. Il faut savoir d'ailleurs, hein, parce que ça c'est acté, je l'avais eu, alors ça je l'ai su, dans une interview qui avait été publiée dans Quentin Tarantino, dans un album qui était sorti. C'était un album qui regroupait les grands classiques des musiques qui passaient dans les films de Tarantino et autres, scénarisés aussi, parce qu'on avait du True Romance, on avait du... comment il s'appelle ce film-là Groom Service, on avait même Une nuit en enfer avec Dark Knight. Et il se trouve que la première piste, c'était un interlude, ou la première piste qui était la première piste de l'album, c'était une interview de Tarantino qui disait qu'en fait, avant même de construire un film, eh ben, il avait l'habitude d'aller dans sa collection de vinyles, et en fait, bah, il regarde des vinyles par-ci par-là, voilà, il en cherche quelques-uns, et il tombe sur un morceau, et c'est grâce à ce morceau-là qu'il imagine une séquence. Et c'est tellement riche en fait de se dire tu as l'idée d'une séquence, tu as l'idée d'une scène, de la magnifier et tu la vois par la musique. Tu ne mets pas une musique sur une scène un petit peu au hasard, mais en fait tu as une musique en tête qui te fait penser à la séquence. Et c'est vrai que forcément tous ceux qui disent musique, enfin je veux dire quand tu penses au cinéma de Tarantino, c'est ça. C'est le nombre de musiques cultes qu'il peut y avoir. Stuck in the Middle with You, j'en parlais dans Reservoir Dogs, mais on parle Girl You'll Be a Woman Soon dans Pulp Fiction. Il ressort Tupac et James Brown dans Django. Enfin je veux dire, t'imagines le délire quoi. C'est t'es là, tu te dis, enfin quand je suis allé voir Django et que j'ai eu cette séquence là complètement bradzingue où tu te dis ah ouais, putain, il a mixé, parce qu'il faut l'idée en plus, il a mixé Tupac et James Brown ensemble, enfin, c'est trop fort, c'est trop fort. Puis derrière, il s'est attaché des New Morricone aussi pour de la bande originale sur des projets un petit peu plus matures, un peu plus sérieux, comme Les Huit Salopards. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui a une essence musicale, une culture qui est absolument énorme, qui visuellement, effectivement, dans le montage, dans les dialogues, dans le rythme tellement lent. Tu peux penser à l'intro de Reservoir Dogs, mais aussi à Pulp Fiction, des séquences qui n'en finissent plus, le nombre de monologues, ne serait-ce que de Samuel L. Jackson, qui dans Pulp Fiction en a déjà deux. Oh, ouais, au moins deux gros pour moi. Hein. Le premier, évidemment, les Ézéchiel, et puis même la séquence finale est tenue par ce mec-là. Boulevard de la mort aussi, qui est injustement critiqué, où Kurt Russell, il a des monologues de folie, puis alors la musique est fabuleuse. C'est un mec... Quand même, il faut le dire, hein, qui a 10 réalisations, ça vous en saurez plus dans ma vidéo, mais qui a 18 scénarios hein, décrits. Donc pour lui et les copains, hein, ça peut aller sur pas mal d'autres segments, mais c'est 18 scénarios, c'est 23 apparitions en tant que comédien, que ce soit chez lui ou chez les autres. Hein, tu peux prendre Une nuit en enfer, tu peux prendre Groom Service, tu peux prendre Desperado, puis aussi tu peux prendre tous ces longs métrages à lui. C'est, je crois, 2 milliards de dollars de box-office.
Sur ces 10 films, rien que les siens, hein, c'est 2 milliards de dollars, sachant qu'il n'y en a qu'un seul qui n'est pas rentré dans ses frais, c'est Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, malheureusement, a été un échec. Lui, imagine... Alors, Boulevard de la Mort, c'était avec Planète Terreur. C'était quand même un projet assez particulier. Vous allez, moi, j'adore Boulevard de la Mort. Je sais pas si parmi vous dans le chat vous aimez Boulevard. Moi, j'adore Boulevard de la Mort. Mais c'était quand même un projet assez particulier parce qu'il était mis dans Grindhouse. Nous, on l'a eu divisé par deux. Les Américains ont eu un film de 4 heures. Il y avait Planète Terreur et Boulevard de la Mort ensemble. Pour Tarantino, il l'a dit dans de nombreuses interviews, si les gens ont pas kiffé, même si lui il a adoré son film, ben c'était parce que voilà, t'as 4 heures de film d'un coup, donc forcément ça a peut-être un petit peu décontenancé les spectateurs. Reparlera-t-on de la durée d'Avatar 2 et du budget et du résultat au box-office d'Avatar 2, qui est plus gros, tout seul, que toute la filmographie de Quentin Tarantino. Je sais pas si ça vient forcément si ça vient de ça, mais ouais, voilà, les fausses bandes annonces qui étaient incroyables, avec Machete qui se tape la femme du patron, enfin, tous ces trucs-là, qui est limite devenu un film. Machete, je sais plus si c'était... de toute façon, c'était le projet Grindhouse en soi, donc le projet Grindhouse, c'était un projet qui englobait les deux films, donc on va le compter pour les deux, mais l'interlude entre les deux, où t'avais la bande-annonce de Machete, qui est vraiment devenu deux film ensuite, alors que c'était passé d'un délire à mon avis qui devait venir de Rodriguez, sachant qu'en plus c'est Danny Trejo, puis que Danny Trejo, bah, c'est je crois peut-être son seul film où il est tête d'affiche d'un vrai film. Je vous parle pas de Three-Headed Shark Attack ou des trucs comme ça, là, hein. Forcément l'attaque du requin à 3 têtes, ça je le valide pas, mais sinon derrière il y a peu de films de cette ampleur-là où Danny Trejo avait le rôle principal. Danny Trejo, qui a un mec, je sais plus, 4000 films à son actif, hein, donc il faut le dire. Mais c'est un touche-à-tout en plus, c'est l'avantage, hein, vraiment. C'est un touche-à-tout qui, à mon grand regret, n'aura pas touché, entre guillemets, ni à l'horreur, ni à la science-fiction. Il n'aura pas touché à la science-fiction si son dernier film, The Movie Critic, est bien son dernier. Maintenant, l'horreur avec Boulevard de la Mort, est-ce que c'est pas un peu le cas ? C'est du slasher pur. Enfin, pour moi, je veux dire, Boulevard de la Mort, c'est un mix entre un slasher pour adolescents et Duel de Steven Spielberg. Rien que cette phrase est folle. Est-ce qu'on pourrait pas qualifier Boulevard de la Mort, à un moment donné, de virer un petit peu quand même dans l'horreur chez Tarantino ? Parce que il y a un petit peu d'horreur dans ce film-là aussi. Même Les 8 salopards, je veux dire, ça reste un huis clos assez horrifique western sur la fin, où c'est complètement déjanté, puis ça vire vraiment à l'angoisse et à des scènes assez spéciales, quoi. Mais c'est vrai que c'est un mec touche à tout. Et alors, pour revenir un petit peu sur le bonhomme, sachez que Quentin Tarantino, bon, il vient du Tennessee. Ça, je vais vous dire des trucs qu'à mon avis vous savez déjà, hein, mais Tarantino, il vient du Tennessee. Son père, c'était Tony Tarantino, c'était un acteur et un musicien amateur new-yorkais. Donc forcément, lui, il a grandi là-dedans. Alors apparemment, il avait accès à tous les films à volonté qu'il voulait dans des cinémas, si bien qu'il a lâché ses études à 15 piges parce que ça lui cassait royalement les meules pour travailler comme projectionniste dans un cinéma porno. Je crois que ça s'appelait le Pussycat, me semble-t-il. Voilà, après tout, pourquoi pas. Et ça marchait tellement bien qu'il est devenu guichetier pour ce cinéma porno-là par la suite. Et c'est un mec qui a connu beaucoup de galères parce que à partir du moment où il est arrivé sur Video Archives, il a écrit des milliers, enfin pas des milliers, c'est pas des milliers, mais il en a écrit quand même une bonne grosse plâtrée de scénarios. Et malheureusement, en fait, il n'arrivait pas à les produire. C'est-à-dire qu'il voulait absolument les réaliser, il n'arrivait pas à les produire, il les revendait. Et il en a revendu des pas mal, hein. Il a revendu True Romance, il a revendu Tueur Né, il y en a un des deux d'ailleurs, je crois que c'était Tueur Né, que le réalisateur ensuite a remodifié, Tarantino a pas kiffé, mais True Romance, lui par contre, voilà, il a été revendu tel quel. C'était revendu au début pour 4000 balles, après 40 000 balles. Et il se trouve que la balance qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, Tarantino va écrire Reservoir Dogs en 3 semaines. Je répète la phrase. Tarantino a écrit Reservoir Dogs en 3 semaines. Quand tu vois le film, tu te dis, c'est tellement riche d'écriture, mais en même temps, ça paraît tellement facile vu comment c'est fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas énormément de lieux de séquences différents, il n'y avait pas un budget qui était extraordinaire sur ce film-là. T'avais quand même un casting avec beaucoup de jeunes, c'est-à-dire Steve Buscemi, Tim Roth, etc. Ils étaient un peu au début de leur carrière. Et pourquoi pourquoi justement Reservoir Dogs a pu se faire ? C'est parce que Reservoir Dogs est tombé dans les mains de Hervé Kettel. Et c'est Hervé Kettel qui, par la suite, a trouvé que le scénario était immense, a décidé de coproduire le film,
Et s'est dit, bah écoute, vas-y, je coproduis, je joue dedans, j'y crois, et ça a fait ensuite Quentin Tarantino, tel qu'on le connaît. Reservoir Dogs a lancé le truc, puis t'as Pulp Fiction, Jackie Brown, les Kill Bill, Django, les 8 salopards, pour terminer sur Once Upon a Time in Hollywood plus récemment, et Glorious Bastards aussi dans les années 2000. Bah, t'es là, tu fais, bon bah ok, le CV est capé, le truc est sharp, enfin c'est quand même plutôt pas mal. Donc il faut aussi remercier Hervé Kettel pour ça, parce que c'est Hervé Kettel qui a été l'un des premiers à y croire. Alors il me semble qu'il est très pote, enfin il était très pote avec Tony Scott. Alors je sais pas si ça aurait pu le propulser au demeurant, mais enfin tu vois quand même un petit peu la carrière. C'est-à-dire que lui, il a grandi avec la Horde Sauvage quand il était gamin, Tarantino avec les films de kung-fu, les trucs comme ça. Enfin de toute façon ça se voit. Hein. Mais il a grandi avec tout ça. Et les choses, une chose en emmenant une autre, les études, c'était pas son truc, son père était déjà dans le milieu, mais en point de vue amateur. Puis il va ensuite un peu à droite à gauche, aller se chercher dans voilà, tout ce qui peut toucher au cinéma, il en a rien à foutre. Il est peut-être projectionniste dans un cinéma porno, mais il est projectionniste. Derrière, il va aller comment ça s'appelle ? Derrière, il va aller sur du guichetier pour cinéma Pussycat, c'était du cinéma porno. Mais ensuite, il va arriver chez Video Archives. Il va rencontrer un pote à lui, Roger Avary, je crois, qui va travailler avec lui sur un ou deux films au scénario. Bon, tu vois que c'est un mec qui a grandi avec ça depuis le début. C'est déjà, même à l'époque où il n'est pas encore implanté dedans, un mec qui bouffe le cinéma, qui mange le cinéma, qui se tape le cinéma à gogo. Et ça a donné un amour pour le cinéma absolu que tu revois dans tous ses films. Quand tu regardes toute la filmo de Tarantino, c'est quasi que des hommages filmiques tout le temps. Il a sa patte, il a son style, il a son idéologie. Tarantino, tu le reconnais pour ses dialogues, sa mise en scène, son rythme lent, ses scènes déjantées, sa musique, son montage, ses plans. Mais en même temps, d'un autre côté, il te fait full hommage au cinéma à gogo. Et je pense que c'est l'un des plus grands génies du cinéma dans la culture cinématographique qu'il a. Imaginez la culture original du mec, enfin qui est complètement stratosphérique. Et merci beaucoup Pierre pour le don, merci beaucoup pour le soutien pour la chaîne, ça fait plaisir. Et bonsoir Val, perso Tarantino, je suis tombé sous le charme de sa mise en scène et ses plans originaux. La mise en scène qui est reconnaissable entre mille. La mise en scène de Quentin Tarantino, tu la reconnais très 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 régulièrement, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est un truc qui est drôle, mais regarde par exemple, on va prendre, allez, 3 films. Qui sont à peu près en plus en même temps. Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Une nuit en enfer, vous allez comprendre pourquoi. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, des débuts très lents, beaucoup, alors surtout Reservoir Dogs, beaucoup de dialogues, des dialogues sur le pourliche, tu te demandes où ils vont aller. T'arrives sur Pulp Fiction, tu vois deux mecs en fait, un couple qui commence à se raconter sa vie, qui vont finir par braquer un truc. Une nuit en enfer, t'arrives, tu vois un gonze, et puis en fait t'as Earl McGraw, et puis ils vont parler du gamin attardé d'une nana qui a fait un truc, qui a filé la gerbe à Earl McGraw, puis il parle des frères Gecko, etc. Et le rythme est très 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 lent. Et c'est pour ça justement qu'Une nuit en enfer, la première partie fait très Tarantino-like, c'était voulu pour. C'est ce justement système, comme dit Malo, qui est devenu culte, de la réalisation au début qui est très lente. Un rythme très lent, beaucoup de dialogues, une science des dialogues où tu te dis tiens ça pourrait être réel, mais en même temps c'est hyper léché. Beaucoup de références au cinéma dans le cinéma, de la mise en abîme, du film dans le film, etc. Et c'est un truc qui a comment dire, qui était pas vu à ce niveau-là avant, dans le cinéma international ou mondial ou ce que vous voulez. Il a créé cette empreinte-là ensuite en faisant des systèmes de montage comme Pulp Fiction qui pourrait être un peu du style un peu, c'est même totalement film choral. Derrière, t'as Reservoir Dogs où il y a plusieurs typologies de temps. Tu vas avoir la même chose ensuite sur certains longs métrages qu'il a pu faire, ou même il va se jouer un peu avec le spectateur. Je trouve ça très costaud. Aucun rapport, mais le vinyle de MJK derrière, c'est beau. Tickets to My Downfall, dédicace à madame qui est actuellement à New York. Donc on espère que ça se passe bien. Mais ouais, non, que c'est un album de zinzin. Ça Machine Gun Kelly, tellement sous-coté, comme pas mal de films dont on parlera de Tarantino d'ailleurs. Parce qu'il a eu une petite traversée, peut-être un petit peu sous-coté. Disons qu'en fait, pour moi, il y a une traversée de Quentin Tarantino dans son cinéma. Moi, il m'a pas perdu, parce que c'est des films que j'aime beaucoup. Je pense que il y a, à mon avis, beaucoup de monde qui aimait le cinéma de Tarantino jusqu'à... qui ont aimé les deux premiers. Jackie Brown, je me pose la question si Jackie Brown... Moi, je les ai tous revus là pour la vidéo que je vais faire. Je suis en cours de revisionnage des films. Il m'en manque un ou deux, mais j'ai eu l'occasion de revoir Jackie Brown là récemment. Jackie Brown, c'est tellement un modèle d'écriture, de montage et de poésie
que je comprends pas comment il a pu être aussi sous-coté. Vraiment, parce que je le considère tellement intelligent, ce film-là. Mais j'ai l'impression que bon, y a une petite coupure là-dessus qui revient bien avec Kill Bill, mais la vraie partie un petit peu, tu vois, Quentin Tarantino, où les spectateurs ont peut-être un peu délaissé, ça va être quoi? Kill Bill 2, Boulevard de la Mort, pour revenir sur Inglorious derrière. Ou Inglorious Basterds, c'est le film où là, je pense en tout cas qu'il a réussi à récupérer de nouveaux spectateurs, qu'il a atteint une certaine maturité, qu'il est allé encore plus loin, que là on l'a vu sortir de ce qu'il faisait peut-être un petit peu d'habitude, même si avec Kill Bill c'était déjà le cas, pour aller dans quelque chose de différent. Puis par la suite, ça a donné des propos où t'as l'impression que c'est toujours plus riche. C'est-à-dire que autant son cinéma absolu, c'est peut-être le cinéma qu'il faisait avant, et encore, moi j'aime bien toute sa filmo, hein, mais c'est vrai qu'il y a l'esprit Tarantino dans les Reservoir Dogs, les Pulp Fiction, qui est inimitable. Maintenant, derrière, comment dire, tout ce qu'il y a après sur le reste de sa carrière, c'est bourré d'hommages, et en même temps, c'est tellement mature, c'est tellement un cinéma différent sur Once Upon a Time in Hollywood, etc. Saluval Tarantino a exploité les années 70. Ah bah complètement, bah ça se ressent dans sa musique. Tous les thèmes pulp, ouais, la blaxploitation, bah ça il a grandi avec de fou. Les western spaghetti évidemment, bah tout ce qui va être l'art martial et les films de kung-fu aussi, hein, tous les films nippons, tous les films chinois, coréens, etc. Le cinéma de Hong Kong, ça c'est quelque chose qui l'a façonné même en dehors des années 70. Mais c'est vrai que t'as un amour pour les années 70 chez Tarantino qui est énorme, qui se ressent... voilà, qui se ressent complètement. Après, il y a deux questions là que je vais vous poser. La première, simple, quel est pour vous, voilà, votre Tarantino fétiche? Pour tous ceux qui ont vu, là, je pense qu'on est, la plupart des gens ont peut-être vu l'intégralité de la filmo de Tarantino, mais quel est pour vous votre Tarantino préféré? Vous allez voir que la question sera un peu plus nuancée ensuite, on y reviendra. Mais quel est votre Tarantino fétiche? Alors, Une nuit en enfer, c'est Rodriguez, mais enfin bon, c'est voilà, c'est quand même scénarisé par Tarantino, donc... Django, Kill Bill, Once Upon a Time in Hollywood, Pulp Fiction, Inglorious, ou les 8 salopards. Inglorious Basterds, Django ou Kill Bill, Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorious, Kill Bill. Ah ouais, bah d'accord, ok. Alors, il n'y a pas, étonnamment, il n'y a pas beaucoup de Reservoir Dogs. Parce que faut quand même imaginer l'idée comment dire, d'arriver dans le monde du cinéma avec Reservoir Dogs. Enfin, t'imagines Reservoir Dogs, lol, c'est ton premier film. T'es là, tu fais, ah ouais, putain la vache. Genre, ah t'as mis une barre là, mon pote, mais à une hauteur, enfin, qui est énorme, quoi. Reservoir Dogs en deuxième, Django. Dans la tier list, il y a Une nuit en enfer. Ah non, Une nuit en enfer, c'est Rodriguez. C'est Rodriguez. Et Inglorious, scène d'intro complètement angoissante. La scène d'intro d'Inglorious Basterds est extraordinaire avec Christophe Valls. Le steelbook de Reservoir Dogs est le plus beau de tous les autres films de Tarantino. Je l'ai pris, le steelbook de Reservoir Dogs. Mais je crois qu'à part les 8 salopards, il me semble que je les ai tous, les films de Tarantino. Once Upon a Time, je l'ai. Inglorious, je l'ai. Django, je l'ai. Oui, Django, je l'ai. Mais je crois qu'il y a que les 8 salopards que j'ai pas. Même Boulevard de la Mort, je l'ai en... Ah bah d'ailleurs, je peux vous les montrer parce que je crois qu'ils sont là. Mais alors, j'adore les versions parce que j'ai réussi à rechoper les deux mêmes. Un coup de bol incroyable que je trouve ça sur Amazon. Dites-vous que je l'ai trouvé, je crois, pour 2 €. J'avais déjà... j'adore ces éditions. Enfin, ces éditions-là étaient magnifiques. J'avais déjà le Planète Terreur en édition collector et j'ai réussi à retrouver pour 2 € le Boulevard de la Mort. Et c'est exactement les deux mêmes, quoi. C'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer les deux versions alors, c'est du double DVD, je crois, ça doit être du double DVD en édition collector. Ouais, c'est du double DVD. Mais j'ai réussi à récupérer les deux. Je les ai pas en Blu-ray, mais en même temps, j'ai pas envie de les avoir en Blu-ray parce que je vais dire, ces deux éditions-là, elles sont magnifiques, quoi. Moi, je suis plus collectionneur qu'autre chose, et c'est vrai que quand j'ai vu que Boulevard de la Mort, il l'avait sur Amazon pour 2 ou 3 € max, je me suis dit, vas-y, let's go. J'avais réussi à trouver la plage pour 1 € aussi. Ah, il a pas fallu longtemps pour que je me dise, allons-y, quoi. Faut en parler des 8 salopards. Globalement, qu'est-ce que représente Tarantino pour toi? Moi, je vous dis, Tarantino, c'est une grande partie de ma culture cinématographique. C'est une grande partie de ma culture cinéma parce que par Tarantino, j'ai découvert d'autres milieux. C'est grâce à Kill Bill que j'ai découvert un peu le cinéma nippon. C'est grâce à Once Upon a Time in Hollywood que je me suis intéressé nettement plus à Sharon Tate et puis à tout ce qui se passait justement dans cet Hollywood-là et dans ce cinéma-là à cette époque-là.
C'est par Boulevard de la Mort et alors bon, ouais, si c'est quand même pas mal par rapport à Boulevard de la Mort et, euh, et Planète Terreur que je me suis intéressé à ce qu'était la formule du Grindhouse. Je veux dire, pour moi, Quentin Tarantino, c'est une porte d'entrée à tout le cinéma. C'est même plus qu'une porte d'entrée, parce que le mec, il est capable vraiment de te sortir des chefs-d'œuvre. Moi, de mon côté, bah, je vous le dis pas parce que ce sera la tier list, mais enfin bon, bon, ce sera pas très surprenant quel est mon film fétiche de Tarantino. Mais il y en a qu'un où j'ai un peu de mal, qu'il faudrait que je revoie, où j'avais pas gardé une séance impérissable, mais où je pense que j'avais peut-être pas la maturité nécessaire pour vraiment bien l'apprécier. Il y en a un où j'ai un peu de mal. Par contre, il y en a beaucoup que je trouve extrêmement sous-cotés. Pour revoir la poésie et le talent d'écriture et de montage et de mise en scène de Jackie Brown, je comprends pas que le film ne se soit pas fait, n'est pas fonctionné, parce que ce film-là est quand même assez, est quand même assez prodigieux, quoi. Quand tu regardes derrière ce qu'il est capable de faire sur le premier et le deuxième Kill Bill, parce que le deuxième Kill Bill, personne n'en parle jamais, mais il est quand même aussi dans le système de vengeance et dans tout ce que ça propose, et puis dans la richesse aussi de nouveaux personnages que tu vas inclure, des personnages qui étaient déjà là dans le 1, mais que tu voyais 10 secondes. Là, la prestance de David Carradine, Michael Madsen qui arrive aussi, enfin, il y a quand même des séquences qui sont, je trouve, très très fortes. Kill Bill Volume 2 est un film énorme. Alors, c'est vrai que lui, il compte les deux Kill Bill que pour un. C'est voilà, techniquement c'est qu'un seul film. C'est vrai il en a fait 10, mais on en compte que 9. C'est pour ça que le 10e serait son dernier. Ce que j'aime bien aussi moi chez Tarantino, voilà, ce que ça m'impacte à moi personnellement, c'est que je suis un spectateur qui aime énormément quand les réalisateurs gardent une équipe, comment dire, pendant de nombreux films. Alors ça, Rodriguez et Tarantino le font. Christopher Nolan le fait pas mal aussi. Moi, j'adore quand à un moment donné, des réalisateurs font confiance à un casting qui garde sur de nombreux longs métrages. Tu peux penser à Samuel L. Jackson, qui était là sur Pulp Fiction, qui a été là sur Jackie Brown, qui a été là, alors je crois, sur Kill Bill Volume 2, il me semble que c'est lui au tout début du film, dans l'église, qui nous fait un petit monologue, je crois que c'est un pianiste ou quelque chose comme ça, je me souviens plus, mais il me semble qu'il est dedans. J'ai toujours eu un doute si c'était pas aussi le narrateur dans Inglourious Basterds. Faudrait que vous me le disiez, mais derrière, il revient évidemment dans Django et dans Les 8 salopards. T'es là, tu te dis, bon bah voilà, déjà lui, c'est acté. Harvey Keitel, qui était là dans Reservoir Dogs, qui revient dans Pulp Fiction, est-ce qu'on en parle à un moment donné de la séquence de Mr. Wolf dans Pulp Fiction? Je veux dire, je serais encore en fac. Ou même je serais prof de fac. Bah, j'ai pas le niveau pour, mais même si j'étais prof de fac, tu veux, pour moi, honnêtement, hein, décrire comment on filmait le charisme au cinéma, je te mets la scène de Wolf dans Pulp Fiction. Je mets Hervé Cattel dans Pulp Fiction pour démontrer comment filmer le charisme et l'essence vraiment de la prestance d'un comédien en 8 minutes chrono. Parce que le mec, il a quoi? Il a 15 lignes de dialogue. Et le mec, il arrive, perdons pas de temps, salam alek, boum, au revoir, merci. Et il est, putain, d'un niveau, parce que pareil, la mise en scène fait que, il sait comment filmer ses comédiens. Alors, t'as ce mec-là qui revient, plus récemment, t'as DiCaprio et Christophe Valls qui sont revenus. Tu peux compter Tim Ross, qui était là dans les Reservoir Dogs et dans Pulp Fiction, et je crois qu'il était là dans les 8 salopards aussi. Je dis peut-être une connerie, là. Tim Ross, il est dans les 8 salopards, non? Brad Pitt dans Inglourious Basterds, et qui revient par la suite dans Once Upon a Time in Hollywood. Michael Madsen, qui est là dans Once Upon a Time in Hollywood, et dans Reservoir Dogs, et dans... merde. Michael Madsen dans Once Upon a Time in Hollywood, et Reservoir Dogs, et Kill Bill 1 et 2. Et j'adore Michael Madsen. Moi, je trouve que c'est un mec, malheureusement... Bon, c'est tellement dommage, en fait, la fin de carrière où tu te finis dans Pire Anaconda, mais enfin bon, voilà. Il a pris... qui est-ce qu'il aurait pu prendre plus récemment? Christophe Valls, je l'ai dit. Kurt Russell. Kurt Russell, qui était dans Boulevard... Ah, puis alors ça, c'est encore plus intéressant, parce que Kurt Russell, il le sort quand même d'une période du désert hors norme, parce que dans Boulevard de la Mort, il est vraiment très très bon. Il le fait revenir derrière dans... Les 8 salopards, et ensuite dans Once Upon a Time in Hollywood, puisque je crois qu'il a un rôle au moment où Bruce Lee se fight avec le personnage de Brad Pitt.
Kurt Russell, il le ramène vraiment sur un piédestal alors qu'il était dans une configuration de traversée du désert. Et il a dû le faire avec pas mal d'autres. On embrasse Will Smith qui a refusé d'ailleurs de jouer Django. Ça serait bon, putain. Et on espère un rétablissement pour Jamie Foxx, où apparemment là, ça va pas terrible du tout l'état de santé de Jamie Foxx. J'espère vraiment que ça ira mieux parce que ce serait un gros traumatisme quand même étant donné le talent du bonhomme. Uma Thurman, Pulp Fiction évidemment, puis ensuite Kill Bill où il est mis en avant. Puis pareil, je veux dire. Quentin Tarantino, on va pouvoir dire qu'à un moment donné, je crois qu'il y avait eu pas mal de rumeurs comme quoi, et sur le tournage, c'est un mec un peu particulier, voilà, qu'il est bon, du truc de fétichisme des pieds. Pour avoir revu Boulevard de, j'aurais dû compter le nombre de plans de pieds dans Boulevard de la Mort. Je n'ai jamais autant dans tout le cinéma de Tarantino, t'as des pieds partout, hein. Mais putain, dans Boulevard de la Mort, le nombre de plans pieds, c'est... Il s'est dit, vas-y, je m'en fous. C'est genre, il s'est dit, j'en ai rien à foutre, let's go. Mais il y a pas mal de trucs un petit peu où on se dit que le gars est giga borderline. La représentation de la femme forte au cinéma, Quentin Tarantino, il est exceptionnel là-dedans. Je veux dire, ne serait-ce que dans Kill Bill, où je veux dire, il y a quasi que des personnages féminins, que ce soit Oren Ishii, que ce soit les deux bras droits de Oren Ishii qui sont aussi des personnages féminins. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a un bandage, etc., qui est aussi un personnage fort féminin. Évidemment, le personnage d'Uma Thurman. Même dans Pulp Fiction, Mia Wallace, qui est un personnage cultissime dans l'univers féminin. Alors c'est vrai que dans Reservoir Dogs, il n'y en avait pas. À partir de Pulp Fiction, Jackie Brown. Jackie Brown, forcément aussi, je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de mettre la femme en avant sans, excusez-moi, ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'effet de mode, les lignes de code, voilà, la ligne de conduite qui consiste à mettre un petit peu de tout partout, parce que c'est accurate aujourd'hui, écoutez, il faut mettre un petit peu de tout partout. C'est la grande différence, et ça Tarantino montre très bien, et on le voyait déjà avant avec d'autres réalisateurs, notamment James Cameron, mais c'est la différence entre mettre une ligne de code en avant, c'est-à-dire ici par exemple le personnage féminin fort, et l'effet de mode qui sera de virer sur le féminisme avec des choses où on se dit que effectivement c'est forcé à n'en plus finir pour vraiment pas grand-chose, et qui en plus ne mérite pas d'intérêt filmique particulier. J'en parlais sur Twitch il y a pas longtemps, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous parler, pareil, des débats malheureusement, voilà, des lignes de code qu'il faut toujours mettre dans certains films. Prenons Les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est sorti il y a pas longtemps, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont vu, je pense. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est un film qui est ô combien important pour la cause animale, qui est une cause que je défends énormément. Mais c'est fait de manière tellement intelligente parce que c'est au service de la mise en scène et de l'écriture, de ce qu'a été l'écriture de Rocket, qui est peut-être l'une des écritures les plus intelligentes qu'il y a eu dans l'univers Marvel. Mais cette écriture-là permet au film d'être immensément important pour la lutte, justement, et la défense des animaux. Et ça, c'est bien. C'est pas un effet de mode ou un truc ou un machin où on va aller à un moment donné gueuler sur tous les plateaux télé ou les trucs, ou voilà, et où c'est totalement contre-productif parce que ça devient qu'un effet de mode qui a pas lieu d'être. Et Tarantino, c'est un peu pareil, mais justement sur l'utilisation du personnage féminin où, dans quelque chose que justement on n'a pas encore discuté jusque maintenant, mais qui est quand même l'essence aussi du cinéma Tarantino, c'est la violence. On n'en a pas parlé jusque maintenant, mais le cinéma de Tarantino est fondamentalement fun et violent. C'est obligatoire. Mais le nombre de fois, je sais pas si vous avez vu cette interview où t'as une journaliste qui lui en parle et puis il lui dit « Because it's so much fun, Jane !» Tu vois, genre en mode « Pourquoi tu mets de la violence ?»« Ben parce que c'est trop cool, arrête de me casser les couilles !» Parce qu'en fait, le mec, il en a tellement ras le cul de devoir se justifier de pourquoi il met de la violence. Parce que systématiquement, tous les détracteurs de Tarantino, la seule chose qu'ils ont à dire contre lui, c'est « Ouais, mais ton film, il est violent, c'est de la violence gratuite, c'est pas bien. » Il y a aucune violence gratuite. La violence, elle est gratuite si à un moment donné, elle veut rien dire, elle sert à rien. Mais la plupart des films de Tarantino ont de la violence, et ce qu'on pourrait qualifier de la violence gratuite, pour lui, c'est du fun. C'est aussi pour rendre le film, voilà, des péripéties, des séquences un petit peu dantesques, et complètement jouissives. C'est pour moi la grosse différence entre de la gratuité et du jouissif. Exemple, Once Upon a Time in Hollywood. Le final de Once Upon a Time in Hollywood, alors j'ai vu que le Sveg était dans le chat avec un des morceaux préférés de Once Upon a Time, qui est Hanging On, je crois, qui est absolument fantastique, avec Brad Pitt, le Austin Butler, etc., puis DiCaprio qui arrive après. Enfin, j'étais au cinéma, j'ai pris un pied monumental, quoi.
C'est-à-dire, je sais pas si pour vous, ça a été le... C'est le clou du spectacle. Puis le film est tellement brillant, Once Upon a Time, tellement bien écrit, tellement intelligent, tellement dans l'amour du cinéma, puis un rythme hyper lent, super long, où tu te dis, bon bah voilà, à quel moment tu vas retrouver ce qui fait aussi de Tarantino, quoi. Parce que là, c'est voilà, là, c'est du pur Tarantino. T'arrives là-dessus et tu te dis, ok, est-ce que c'est de la violence gratuite ou est-ce que c'est du fun jouissif? Pour moi, c'est du fun jouissif. Et d'un autre côté, c'est aussi sa marque de fabrique, c'est aussi sa patte. Mais c'est pas comme s'il faisait ça sur un film d'1 heure et demie. Le mec, il est totalement capable à un moment donné de te faire un film pendant 2h30 qui va être une lettre d'amour totale au cinéma, avec Sharon Tate qui est devant un film, les pieds devant parce que c'est du Tarantino, mais qui est le summum du cinéma tel qu'on l'imagine, avec l'Orange de Spawn, et puis même ne serait-ce que le film dans le film, qui est simplement la carrière avec bah voilà la mise en avant, ça, alors, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, parce que malheureusement... Ah, quoi qu'en Europe, il a bien marché. Babylone, ou Babylone, le film, la fin du muet pour arriver au parlant, c'est extraordinaire ce que fait Damien Chazelle sur Babylone. Là, c'est un peu pareil, c'est sur les décadences des comédiens qui ont eu une période de grandeur, et puis qui, au final... Ah là, ça fait un peu des DTV en Italie, ou des trucs, ou des machins, ou des séries télé, parce que ça marche bien, mais au final, c'est plus que l'ombre de la carrière de ce qu'il avait avant. Ça aussi, c'est important de le souligner, justement, pour parler de la carrière d'un acteur au cinéma, dans le cinéma. Et c'est trop fort. Et il y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça, de faire du film dans le film. Mais lui, il le fait. Et il le fait tellement bien parce que, bah, il a cet amour-là, il a cette connaissance-là, il a cette culture-là, et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, il sait d'où il vient, il sait avec quoi il a grandi, et ça en fait un mec qui est absolument énorme. Alors justement, c'était la deuxième question que je voulais vous poser. Pour vous, quel est le film le plus Tarantino de Tarantino? Quel est le film spontanément où vous vous dites, oh là voilà, c'est tarantinesque. C'est genre, c'est du Tarantino pure souche. Babylone ou Once Upon qui délivre la meilleure dette d'amour au cinéma? Les deux. Pour moi, les deux dans deux contextes différents. C'est-à-dire que t'as les deux dans deux registres et dans deux périodes, surtout dans deux époques du cinéma différentes. Dont un qui va aussi toucher les séries télé à l'ancienne. Pour moi, les deux le font. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu me disais, tu vois, lequel aussi avec King Kong de Peter Jackson est une belle lettre d'amour au cinéma. Le King Kong de Peter Jackson, c'est la lettre d'amour parfaite au cinéma des années 30. En plus, en faisant des références à Gogo. Donc, je veux dire, bon, c'est des films à voir. Je pense que Once Upon a Time in Hollywood et Babylone, si t'aimes le cinéma, c'est des films qui devraient être genre obligatoires. Genre obligatoires. Boulevard de la Mort, Reservoir Dogs, Django. Pas mal de Django, Pulp Fiction ou Django. Kill Bill 2. Les 8 salopards, Boulevard de la Mort. Les 8 salopards, c'est tellement tarantinesque à mort. Bah, il faudrait juger. Ce qui est finalement Tarantino, hein, mais Tarantino, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un rythme lent, beaucoup de dialogues, une mise en place de la tension, des segments fun, des monologues, des acteurs sur le toit du monde. Bah, c'est compliqué parce que pour moi, Tarantino pour moi, c'est Pulp Fiction. Tous les autres, hein, je veux dire, tous les autres films, tu reconnais son style et mettre son style dans autant de genres filmiques, c'est trop fort. Et putain, Tarantino, c'est quand même vachement Pulp Fiction. Enfin, quand tu penses à Pulp Fiction, tu te dis, ouais, là, t'es dans le... T'es dans le summum. Après, il y a les 8 salopards. Il y a les 8 salopards. Les 8 salopards, c'est du grand Tarantino aussi. Et pourtant, il faudrait que je le revoie, hein, parce que mon premier visionnage comment dire, voilà, j'avais pas la maturité pour le revoir, enfin pour le comprendre comme je le comprendrais probablement maintenant. Mais ouais, pour moi, Tarantino, tu le retrouves aussi dans Once Upon a Time. Alors tiens, je vais vous poser une question. Quel est pour vous le film qui est le moins Tarantino de sa filmographie? On peut poser cette question-là aussi. Genre, quel est le film qui pour vous, vous vous êtes dit, ah ça sonne pas trop Tarantino? La deuxième heure des 8 salopards, c'est le deuxième prime de Tarantino. Après, Tarantino, a-t-il déjà été dans un non-prime?
D'ailleurs, le mec, il s'est fait plaisir. Tu sais, pour moi, je vais te dire, la période un peu entre guillemets sombre de Tarantino où les gens sont pas trop chauds, ça va être la période. Euh, Comment dire? La période Boulevard de la Mort. Pourtant, Boulevard de la Mort, pour moi, il n'y a pas plus Tarantino. Il n'y a pas plus hommage au film slasher Grindhouse de Vidéo Club où t'as des segments hyper longs, puis du trash et du gore et des dialogues à n'en plus finir, des plans pieds à gogo, et puis une volonté de se dire, tu sais quoi, on n'a pas beaucoup de budget, tu sais quoi, ça marchera peut-être pas, je fais ça avec mon Robert, je m'en bats les couilles. Tu sais, genre vraiment, il était là, tu sais que je m'en fous. Je prends quasiment un casting en plus que j'ai jamais pris. Cela, c'était la prise de risque aussi, hein. C'était de se dire, bah le casting de Boulevard de la Mort, bah y a pas un mec en fait de Boulevard de la Mort qui est dans ces films en temps normal. Je suis en train de me poser... Si, bah il y a Earl McGraw. Mais si on parle de Boulevard de la Mort, il n'y a pas de comédiens. Il n'y a pas de comédiens en fait qui sont issus du cinéma Tarantino d'avant. Parce que tu vas me dire Kurt Russell, mais Kurt Russell est arrivé avec Boulevard de la Mort. Mais Boulevard de la Mort, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment d'acteur fétiche à part Earl McGraw et sa propre participation. Donc il va prendre un risque. Mais d'un autre côté, derrière, il est sur du Grindhouse, il se fait plaisir avec Robert Rodriguez, et puis tu retrouves tout son style filmique. Comment ça va, mon Ace Moody? Qu'est-ce que t'en penses, toi, du cinéma de Tarantino, mon Ace? Parce on en a jamais parlé, on en a jamais eu l'occasion, mais c'est lequel ton Tarantino fétiche, par exemple? Connaissant Ace, je me dis, il y a une chance où ce soit Boulevard de la Mort. Genre, il y a un monde où je me dis, Ace Moody, je le connais, Boulevard de la Mort, il a dû prendre un panard stellaire. Ça se trouve, je me plante. Mais moi, je dirais que ceux qui font le moins Tarantino, ça va être peut-être Kill Bill 2, encore que... Peut-être Inglorious, mais parce que Inglorious, il a eu une telle... Allez, je vais dire Inglorious. Je vais dire Inglorious Basterds parce que pour moi, c'est vraiment celui de la maturité où il a été capable de nous dire, les gars, je peux tout faire, je peux mettre mon style, je peux parler de n'importe quelle époque, et je peux sortir des sentiers battus, et je peux être en mode, let's go, en fait, je vais vous surprendre. Et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde avec Inglorious Basterds parce qu'on ne l'attendait pas là. Hein. Une tier list est prévue sur ces films. Ouais. Après, là, on en parle déjà beaucoup, donc ce sera pas une tier list comme d'habitude où on va passer 20 minutes par film. Mais je vous donnerai un petit peu le classement de... Enfin, je vais essayer de le faire d'ailleurs. Parce que j'y ai pas pensé du tout, mais... C'est clairement Once Upon a Time. Once Upon a Time, c'est tellement une lettre d'amour. Ouais, je dirais Inglorious, Kill Bill 2 et Once Upon a Time qui sont pas les Tarantino peut-être les plus tarantinesques. Mais bon, Once Upon a Time, la fin est totalement Tarantino. C'est une lettre d'amour au cinéma, mais même dans les dialogues, quand tu vois avec Bruce Lee, etc., c'est du Tarantino tout craché. Kill Bill Volume 2, il faudrait que je le revoie, mais dans mes souvenirs, j'en avais justement un très très bon... un très très bon souvenir et je pense quand même que ça doit être quelque chose de très fort. Et puis bah Inglorious parce que c'est la maturité, mais Inglorious Basterds, il y a aussi pas mal de Tarantino quand même quand il pense. Je me remets toujours pas que tu arrêtes, mais ça va. Sinon, ouais, Boulevard de la Mort, la première fois, j'avais pas compris. La deuxième fois, c'était la bonne. Sinon, Pulp Fiction, évidemment, vu gosse. Je me repassais la scène où Bruce Willis fait que insulter pour ça. Montre en putain de boucle, j'étais hilar encore aujourd'hui, mais mon préféré, c'est les 8 salopards. Ah ouais, quand il insulte... Comment elle s'appelle, la copine de Bruce Willis dans Pulp Fiction? Je m'en souviens plus. Et quand il lui dit, mais c'est pas possible, une connasse pareille, mais qu'elle est con, mais c'est pas vrai, mais putain, mais bordel. Et il termine en lui disant, c'est bon, c'est pas ta faute. C'est genre, ça va, tout va bien, mais c'est pas possible, mais qu'elle est con. Ah ouais, puis pas de Patrick Poivet, quoi. Je veux dire, Fabienne, voilà, c'est ça, merci. Ouais, je savais que c'était un prénom à l'ancienne. Patrick Poivet qui fait un travail tellement incroyable sur Bruce Willis. Et puis, forcément, sur Pulp Fiction, c'est aussi fort. Hein. Ta scène préférée dans un Tarantino? Alors ça... J'en parle. Je vais pas en parler parce qu'il y a une vidéo qui sort dessus dans 2 semaines. Pas cette semaine, mais début de semaine prochaine. Il y aura une vidéo où je vais vous parler de 10 séquences qui, moi, m'ont fasciné dans l'univers de Tarantino et qui représentent pour moi chaque essence de Tarantino. Donc je vais pas. Voilà. Si je devais vous en dire une là comme ça spontanément. Oh, comment tu veux en trouver une dans le lot Une que j'attends tout le temps à chaque fois que je regarde le film, c'est l'arc Bruce Willis dans Pulp Fiction.
l'arc Bruce Willis dans Pulp Fiction avec Ving Rhames et puis la croupe ou la crampe, je crois. Et j'ai vu un mec qui s'était, je connais un gars qui s'est fait tatouer la crampe d'ailleurs sur la jambe. Je me suis dit ah putain, vache, faut oser quand même. Et il avait Uma Thurman sur la jambe d'à côté. Mais ouais, cette scène là, enfin c'est tellement genre parfait de bout en bout quoi. Et là, dans la mise en place du suspense, de la tension, dans la manière dont ça termine, le plaisir total qu'il a dû se faire. Alors il y a le Ezekiel avec Samuel L. Jackson. Mais il y en a plein d'autres, parce que là, c'est Pulp Fiction. Mais derrière, Reservoir Dogs, la scène de Michael Madsen est stratosphérique. La scène du pourliche, je l'adore. Once Upon a Time, j'adore la scène où Leonardo DiCaprio retrouve son jeu. Celle-là, je l'aime bien aussi, là, quand il est avec la petite gamine et tout, puis qu'il est complètement transcendé par son rôle. Pareil, la scène où il y arrive pas, parce qu'il est complètement ailleurs. Et ça, pareil, dans la dramaturgie du comédien, c'est plutôt pas mal. Django, il y a énormément de scènes qui sont hyper intéressantes, notamment le pétage de cap de DiCaprio, avec le talent d'acteur derrière de Christophe Valls, etc. Ça, c'est quand même très costaud. La scène d'introduction d'Inglourious Basterds est phénoménale. Et parce que, en tant que performance d'acteur, je trouve qu'il gobe la caméra tout le temps. C'est Kurt Russell et la nana qui fait la lap dance de Kurt Russell sur la séquence de lap dance, mais surtout sur tout le dialogue qu'il y a avant. Tout le dialogue qu'il y a avant entre Kurt Russell et cette nana-là, c'est pour moi le symbole de la séduction chez Tarantino, qui se permet très rarement d'ailleurs. Parce que ça, on peut en parler, mais la séduction chez Tarantino, c'est un sujet qui est très peu étudié. C'est pas très, ça n'intéresse pas plus que ça. Il avait dit récemment dans une interview, moi écoutez, des scènes de cul, j'en mets pas parce que j'en ai rien à foutre. Enfin, je veux dire, pour moi, dans le cinéma, ça a pas trop lieu d'être. C'est pour rien raconter, ça sert à rien. C'est vrai que quand tu regardes sa filmo, de la séduction, t'en as dans Pulp Fiction, je pense quand même, entre Mia Wallace et Vincent Vega. Et Vincent Vega qui est le frère du personnage de Michael Madsen dans Reservoir Dogs, dans le lore de Tarantino d'ailleurs. Là, je pense qu'il y a quand même un petit jeu de séduction, même si ce serait pas aller plus loin. Jackie Brown, je trouve que c'est tellement poétique la relation entre Jackie et son prêteur sur gage. Enfin voilà, on n'en parle jamais de Jackie Brown, mais je trouve que la manière dont justement il exploite ça sans jamais, mais vraiment jamais, ne le mettre en scène vraiment, même dans les dialogues. Il n'y a pas besoin, on le voit, on le ressent dans les jeux de regard des comédiens, mais c'est plutôt pas mal. Dans Once Upon a Time in Hollywood, il n'y en a pas. Dans Django aussi, il y a forcément Django et sa femme, mais le but c'est d'aller la récupérer, donc on la travaille pas plus que ça. Inglourious Basterds, je m'en souviens plus assez bien, mais il me semble pas qu'il y ait grand chose. Boulevard de la Mort, il y a cette séduction là, mais globalement qui est une séduction d'un instant T, hein, qui ne mène nulle part. Mais je trouve que la science de mise en scène de la séduction est plutôt propre. Brad Pitt et la jeune, c'est pas trop de la séduction, c'est juste la jeune qui lui dit à un moment donné, si tu veux, sur la route, je peux te pépon. Donc, bon, j'appelle pas ça une séduction des plus grands. Bon, c'est pas non plus là où le mec il s'est le plus foulé, quoi. Jackie Brown, Kill Bill, la relation entre évidemment Uma Thurman et Bill est plutôt intéressante aussi dans l'amour, haine, meurtre qu'il va y avoir, mais voilà, oui, sinon, oui, l'érotisme dans Tarantino, c'est les pieds, c'est-à-dire que le mec, à un moment donné, il se dit, bon, bah voilà, je vais foutre des pieds partout, et puis du coup, moi, je me fais kiffer, et puis ceux qui aiment, voilà, apprécieront en même temps. Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, moi, j'aime les réalisateurs qui récupèrent régulièrement comment dire, qui récupèrent régulièrement leurs comédiens et qui vont les utiliser parfois dans de l'emploi total, parfois dans du contre-emploi. On en parlait jusque maintenant, et ça pareil, vous verrez dans ma vidéo que c'est une scène, enfin je vous dis pas la scène, mais j'en parle parce que c'est une scène qui est issue de cet état d'esprit. Tarantino est bon aussi dans le contre-emploi. Prenons Jackie Brown. Robert De Niro est un loser non magnifique. C'est un loser total, Robert De Niro, dans ce film-là. C'est une loque humaine qui passe son temps à... Enfin, qui prend Bridget Fonda à 15 secondes top chrono. Je suis même pas sûr qu'il y ait une coupe. Parce que le mec, il a même pas eu le temps. Qui est totalement défoncé à longueur de temps. Puis qui finit par se faire buter dans l'anonymat total. Mais partir du principe de t'appeler Tarantino et de te dire...
Je vais prendre l'icône absolue qui est Robert De Niro, du film de genre, de mafieux, de trucs, de machin, qui est une icône avec Al Pacino totale, et en faire un contre-emploi où le mec est complètement rincé, je trouve ça trop brillant, moi. Parce que De Niro, il aura été là que dans un film, je crois, hein, de Tarantino, mais on se souvient de sa performance et on se souvient de son rôle parce que le contre-emploi était hyper éloquent, de la même manière que Samuel L. Jackson joue un antagoniste, chose qu'il fait très rarement. Mais l'idée est folle. Et puis alors, vous verrez, parce que j'en parle dans une séquence, mais même jusqu'à dans sa mise en scène, comment dire, jusqu'à dans sa mise en scène, c'est un loser total, Robert De Niro. Dans la manière dont Tarantino va le filmer, en particulier à la fin. Mais voilà, l'idée est trop intelligente de prendre le plus grand pignouf de son film, dans le sens noble du terme, hein, parce que c'est vrai qu'il est complètement rincé, mais par contre, derrière, de se dire ah ouais, putain, t'as été capable d'en faire, voilà, de prendre le taulier du genre et de le mettre contre-emploi total. Le flow négatif de Samuel. Ah, moi, je trouve que Samuel L. Jackson dans Jackie Brown, il est immense. Et honnêtement, tu regardes ce que fait Samuel L. Jackson, son flow d'antagoniste complètement impulsif, notamment sur sa scène avec Chris Tucker, bah, comme disent, comment ça va mon Olive, comme dit Olive avec Chris Tucker et puis Ace Moody qui en parlait aussi. Chris Tucker dans le film, il est pas là longtemps, mais il est hyper important pour justement montrer le côté complètement borderline de Samuel L. Jackson que t'as pas trop dans sa filmographie, parce que Samuel L. Jackson, c'est l'essence du cool. C'est le mec, il est là, il a de la prestance, même quand il joue le méchant, parce que c'est pas forcément un bon gars dans Pulp Fiction, derrière, t'es là et tu te dis, ah ouais, mais le mec, il a une telle prestance. Et finalement, il est dans quelque chose de radicalement différent, parce que là, non seulement les gens dans le film le traitent de loser, mais en plus derrière, parce que Bridget Fonda le dit, hein, que c'est un petit escroc au rabais, hein, Samuel L. Jackson, il est pas particulièrement, voilà. Par contre, derrière, hors d'elle, bah, tu as la prestance du mec. Chabrol, même si j'aime pas, a eu beaucoup d'acteurs connus gratuitement. Bon, ça, je suis pas suffisamment connaisseur, mais c'est possible. Après, il y a plein de réalisateurs qui prennent régulièrement les mêmes comédiens, même parfois, des fois, gratuitement, parce que les mecs viennent filer un coup de main, mais je pense, on avait cité tout à l'heure. J'y repense, mais Frank Darabont. Quand Frank Darabont refait Walking Dead, le mec, il récupère 4 ou 5 personnes de son casting comment dire, de The Mist. Puis derrière, Frank Darabont arrive, Jeffrey DeMoon, il est là dans quasiment tous ses films. Donc le mec, il récupère assez régulièrement, tu vois, les comédiens qui va être capable de magnifier. Donc oui, Darabont le fait, Tarantino le fait, Rodriguez, on parlait de Rodriguez tout à l'heure, mais quand Rodriguez, tu vois, qu'il a été capable à un moment donné de mettre quasiment tout le temps Donnie Trejo dans ses films, et les Antonio Banderas, et les Salma Hayek, et les veux-tu en voilà, comme les Chish Marine, enfin, t'as tour d'acteurs, en fait, qui sont issus de cette balle-là. Cédric Jiménez, le court-trajmé, voilà, tu as des films du court-trajmé, que tu regardes Shaitan, tu regardes La Haine, tu regardes d'autres, bon bah t'es sûr que t'as un Vincent Cassel qui va traîner. Donc voilà, oui, moi j'aime ce genre de cinéaste. J'aime ce genre de réalisateur, j'aime ce genre de cinéaste, et j'aime la musique. Pour parler d'autre chose, j'aime la musique, Martin Scorsese le fait beaucoup aussi, ouais. Et Tarantino, pour tout ce qui est... je pense vraiment, hein, que Quentin Tarantino, c'est le meilleur réalisateur dans son choix de soundtrack. C'est riche, c'est varié, ça aide à la mise en scène, ça aide à rendre les séquences encore plus cultes, ça te donne une culture musicale, alors effectivement, pure, beaucoup, années 70-80, mais même avant ou après, hein, parce que quand tu reprends Tupac et James Brown, c'est quand même énorme. Je pense que Tarantino, en ce qui concerne la soundtrack, encore plus quand derrière, il est capable d'appeler des mecs comme Ennio Morricone pour faire ses scores, comme j'en ai parlé tout à l'heure. T'es là, tu te dis, putain, enfin, il a une telle richesse musicale, et comme je le disais, c'est un mec qui, et ça se voit, parce que une scène peut pas être aussi intéressante que quand elle est faite comme ça, mais on n'est pas sur... t'en as quand même deux ou trois autres, enfin j'y reviendrai après, t'en as quand même deux ou trois autres des réals qui sont capables de faire des trucs comme ça. Je pensais à Edgar Wright, parce que rien que sur Baby Driver, ce qu'il fait, c'est énorme. D'un autre côté... S'il n'y avait pas eu Tarantino, est-ce qu'il y aurait eu Baby Driver d'Edgar Wright? C'est con, hein, mais je veux dire, Baby Driver aurait pu être un film de Tarantino.
Ce que fait James Gunn aujourd'hui, il y a du Tarantino dans James Gunn quand tu regardes. T'as des tas de mecs aujourd'hui, tu te dis, ouais, il y a des inspi à mon avis Tarantino. Puis Tarantino, il y avait des inspi d'avant, parce que Tarantino, il a inventé un système, mais il a pas inventé, ce qui était dans les années 70, quoi. Il y a beaucoup d'inspiration. Mais ouais, ce qu'il fait musicalement, c'est fou. Pas de Baby Driver sans Fast and Furious, surtout. Ouais, faut que je regarde ta vidéo sur Fast and Furious. Faut que je regarde. Parce que le problème, moi, que j'ai avec Fast and Furious, c'est que pour moi, il y en a que 4 d'intéressants. Il y a le 1, le 2, il y a le 1, le 2, le 3, le 7. Non, mais en vrai, c'est peut-être pas faux, hein. Peut-être que, voilà, Fast and Furious a créé une manière aussi de réaliser la course-poursuite. Mais c'est tellement, en fait, le 4 et 5 et le 6, ils sont trop chiants. À partir du 8, du 9 et tout, puis même du 7, mais ça n'a aucun sens. Donc le 7, je l'aime bien pour l'hommage à Paul Walker. Le 1, le 2, le 3 ont un intérêt, mais sinon derrière, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9, moi je rempiche. Le 9, je l'ai même pas vu d'ailleurs, j'ai pas voulu parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas rien de bien intéressant. Mais si c'est pour à chaque fois voir des films qui voilà, se terminent autour d'une Corona et puis d'un barbecue, je veux dire, t'en as vu un, tu les as tous vus. Tokyo Drift est pas mal. Non mais le 1, le 2, le 3, le 7, pour moi c'est des bons films. Ah, les 3 premiers Fast and Furious, notamment le premier, ils sont vraiment pas mal, hein, dans le genre. Mais le 8 est bien par contre avec la prison. Ah, je sais pas, le 8 avec The Rock qui dévie des torpilles à main nue, ça m'a perdu. Genre vraiment, hein. J'étais là, j'ai fait bon. Ouais, mais c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu beaucoup. Je sortais d'une période où en plus The Rock avait battu CM Punk pour le titre de la WWE. Non, j'étais chafouin, j'étais pas bien, donc ça m'a pas fasciné outre mesure. Mais 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 non, oui. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce que fait Tarantino dans la bande son, c'est un travail qui est absolument énorme. C'est un travail qui est absolument énorme. C'est genre vraiment, t'arrives à un stade où tu magnifies vraiment les séquences. Et c'est ce que je disais, j'en parlais en début de stream, mais Tarantino, il va pas être dans tiens, je fais cette scène et je mets une musique dessus parce que ça va embellir. Voilà, ça va embellir, c'est beau, c'est agréable, voilà, c'est bien foutu. C'est pas ça son but à Tarantino. Son but, lui, quand il met de la musique, c'est que la musique lui sert de socle pour créer la scène. Et ça, c'est trop cool. T'imagines, en fait, tu te dis, tiens, je vais aller dans mes vinyles, je vais trouver des sons, et en fait, ces sons-là vont me permettre de créer une scène. J'imagine cette séquence par le biais de la musique. C'est fabuleux. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Je veux dire, putain, mais le mec, il a... C'est vraiment... c'est un procédé, moi, qui me parle plutôt bien. C'est un procédé qui me parle plutôt bien. Vin Diesel veut que Fast 10 soit en 3 parties, où va le monde... Ouais, bah c'est même confirmé, là, il y en aura 12. Il y aura Fast 10 partie 1, partie 2, partie 3. C'est Fast 10 partie 3, autant pour l'appeler Fast 13, mais enfin... Fast 12, Fast 12, pas Fast 13, mais... Van Damme va arriver dans Fast and Furious, on découvrira que c'est le père de Vin Diesel et John Cena. Alors justement, tiens, je me pose une question. Quel acteur vous auriez rêvé de voir dans un Tarantino? Parce que Jean-Claude Van Damme dans un Tarantino, ça aurait pu envoyer du très lourd. Jean-Claude Van Damme dans un Quentin Tarantino, ça aurait pu être très costaud. Dans la manière dont il va le filmer. John Bernthal aussi, forcément. Ouais, John Bernthal, bah, c'était Cyril qui en parlait d'ailleurs en disant j'aimerais bien le voir dans un Tarantino parce que le mec, putain, il enverrait tellement du lourd. Denzel Washington, Charlie Hunnam. T'auras Conor McGregor dans Phase 12, c'est même pas impossible. Tom Hanks, Tom Hanks, je l'imagine absolument pas dans un Tarantino, mais le contre-emploi serait magnifique. Matthew McConaughey dans un Tarantino, mon rêve, ça c'est vrai que Matthew McConaughey, lui, quand tu vois ce qu'il a été capable de faire dans certains films, notamment dans Le Loup de Wall Street ou The Gentleman, ouais, oui. Batista dans un Tarantino, ça enverrait du lourd aussi, parce que c'est un très bon comédien. Mais t'en as plein, bon, on n'a pas encore le cast de The Movie Critic. Mais il y en a plein, forcément, où on se dira, bon, bah voilà, qu'est-ce que ça aurait donné si lui, il était arrivé dans le cinéma de Tarantino, quoi. Chris Pratt serait bon. Le problème, c'est que Chris Pratt, plus personne ne l'aime, donc plus personne le veut. Mais Chris Pratt dans un Tarantino, ça aurait pu être très costaud aussi. Parce qu'il a l'attitude, en fait, pour pouvoir être mis dans quelque chose de différent. Parmi les acteurs
qu'on n'aurait jamais pensé voir dans un Tarantino. Jamais. Et pourtant, ils y ont été. Moi, c'est une de mes scènes préférées parce que je me suis dit, faut avoir les couilles pour l'envoyer là-dedans. Et en plus, tu te dis, le rôle est pertinent et la fin est expéditive et encore plus intéressante. Effectivement, c'est Shining Tatum. Shining Tatum qui est dans Les 8 salopards. Tu te dis, quoi? Genre, putain, quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, Shining Tatum. Mais sauf que Shining Tatum, quand tu regardes Magic Mike et Magic Mike XXL, tu te dis pas ouais, il sera dans un Tarantino, lui, un jour, c'est sûr. Sauf qu'il y a été, et ça a été un rôle qui était intéressant. Donc, ouais, moi, tu vois, si un mec comme Shining Tatum est capable d'être dans un Tarantino, c'est que Tarantino, il peut nous surprendre hein, encore avec ses castings. Et qu'il a récupéré Margot Robbie, c'est plutôt cool, hein. Je croyais que t'avais arrêté YouTube. Alors, ça, c'est si on regarde que la miniature. Il y a une vidéo de 13 minutes à voir quand même qui explique un petit peu plus en détail quand même pourquoi, mais j'en profite, je dirai rien parce que je pense que c'est ça, on va me le dire jusqu'au mois de décembre. Donc, Pourquoi tu dis que plus personne aime Chris Pratt? Bah, plus personne aime Chris Pratt parce que problème d'ordre privé ou bon, les acteurs. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas un bon comédien déjà, qui fait toujours la même chose, ce qui est faux pour le coup. Et il y a beaucoup de choses qui il y a beaucoup de choses qui plaisent pas dans ses choix de vie, dans des choses qu'il a pu dire, qu'il a pu faire. Certaines qui sont totalement fausses, d'autres qui sont réelles, mais je pense pas que Chris Pratt mérite le tollé qu'il se prend actuellement. Mais enfin, c'est toujours quelqu'un que je prends beaucoup de plaisir à revoir et qui est très bon dans Les Gardiens 3 notamment. Hein. Ce qui va nous donner l'opportunité quand même d'aller voir du côté de la tier list qui est juste là, où vous allez la voir justement, il y a The Goat, voilà, qui est pour moi le meilleur film de Tarantino. La suite du podium, donc pour moi mon top 3, très bon, sous-côté, La Maturité et Arf. Je le redis, mais Arf, ça veut dire que, bon, il va falloir que je le revoie. D'ailleurs, je vais le noter pour que ce soit un peu moins, parce que Arf, ça fait un peu genre, ouais, bon, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je vais plutôt noter à revoir. Parce que c'est pour le coup c'est plus que je dois le revoir qu'autre chose, mais j'ai pas envie de le mettre dans une catégorie mauvaise. C'est Les 8 salopards, donc on va commencer là-dessus tout de suite parce qu'effectivement les 8 salopards il faudra que je le revoie. Là pour l'instant il est dans la catégorie à revoir, c'est pas parce que je l'ai pas apprécié ou parce que le film est mauvais, loin de là hein. Ça c'est globalement, sur un point de vue de mise en scène, d'esthétique, et puis de ce qu'il a voulu faire dans l'idéologie du huis clos, un très bon film. Je dois le revoir, je vais pas mettre à revoir avec les 3 petits points, parce que à revoir, on pourrait penser que je suis suffisamment prétentieux pour dire, Tarantino, il faudrait que tu revoies ton film, là, parce que c'est un peu de la merde. C'est à revoir, genre, bon, là, ce sera important aussi que les gens regardent le live pour comment dire, la jonction. Mais ouais, pour moi, c'est un film que je dois revoir, que je dois redécouvrir, et que peut-être je mettrai ensuite dans les très bons, parce que je me rendrai compte que c'est un banger total. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé, mais j'en ai pas un souvenir impérissable. J'avais trouvé ça très 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 long, un peu ennuyeux, pas forcément à la hauteur du casting incroyable qu'il y avait, même si le casting est très bon, mais je le redis, je pense que j'avais pas du tout la maturité que j'ai aujourd'hui, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais peut-être beaucoup trop hype, et puis forcément j'étais là en mode putain mais on s'endort. Je pense que c'est un film qui est sous-coté et qu'il faudra que je revoie le plus promptement possible, histoire de me refaire une petite idée sur le domaine. Jackie Brown, pour moi c'est sous-coté. Vraiment, pour moi Jackie Brown c'est sous-coté, j'en ai beaucoup parlé, mais ça a une telle poésie, un tel montage, une telle science de la mise en scène, la relation entre Jackie et j'en ai parlé, alors je me souviens plus comment il s'appelle. Alors elle, c'est Pam Grier, l'acteur, il est décédé, il jouait dans Better Call Saul et dans Breaking Bad. Comment il s'appelle déjà cet acteur-là? Vous allez me dire dans le chat, j'ai un trou là, parce que forcément je peux pas... je suis pas un robot, mais c'est... Comment il s'appelle, celui qui joue dans Jackie Brown, et justement qui joue le crush de Jackie, qui était dans Breaking Bad aussi. Et dans El Camino, et dans Better Call Saul, et dans tout un tas d'autres films, parce que c'est un acteur genre connu de zinzin. Mais je me souviens plus le nom du comédien, vous allez me dire, puis quand je vais le lire, je vais faire, ah putain, c'est vrai. Mais là, je retrouverai pas. J'attends que vous me le disiez dans le chat.
Robert Foster, voilà, bien sûr, je connais en plus que lui, Robert Foster. Robert Foster, oui, non, qui est un acteur immense. Moi, j'aime beaucoup la poésie qu'il y a entre eux. Puis, comme je l'ai dit dans le live, hein, le contre-emploi de Robert De Niro, comment dire, le contre-emploi de Samuel L. Jackson, voilà, c'est un film qui musicalement, qui pue les années 70 et qui est tellement bon dans la BO aussi, qui est assez calme, vraiment. Là, on n'a pas de scène de violente ou quoi que ce soit. On sent qu'il se fait plaisir avec autre chose et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le premier Kill Bill. Le premier Kill Bill, c'est très bon, hein. Le premier Kill Bill, c'est très très bon, hein. C'est, ouais, oui, c'est pour moi, c'est vraiment comment dire. C'est un hommage au cinéma japonais, une entrée dans le cinéma japonais avec un rapport au personnage féminin qui est absolument génial. Pareil au niveau de la BO, là tu vas un petit peu tu vas dans tous les sens, des BO tellement cultes que Téléfoot a récupéré la musique du film pour son générique pendant des années parce que voilà, ça avait une classe et une ferveur énorme. Il y a des séquences quand même dans Kill Bill de manière, la scène d'animation qui est incroyable, mais la scène où elle affronte aussi tous les Yakuza, là, enfin, t'es là, tu te dis, putain, mais comment t'as pu filmer ça, et en couleur, et en noir et blanc, avec un nombre incalculable de figurants, où tout est manœuvré en chorégraphie de mise en scène absolument énorme, c'est prodigieux, quoi. Et puis, Orenishi, enfin, Lucy Liu, elle est exceptionnelle dans ce film. Elle est incroyable. Même la narration, en plusieurs segments, avec des flashbacks, des trucs et tout, est superbe. Ouais, Kill Bill, c'est super. Boulevard de la Mort, pour moi, c'est giga sous-coté. Vraiment, c'est quoi? Je vais même mettre A+, là. Et je vais mettre sous-coté, je vais le mettre en A. Parce que pour moi, vraiment, ces films-là sont excellents aussi, hein. Il n'y a pas de... Il y a vraiment pas comment dire? Il y a vraiment pas à chier, hein, mais Boulevard de la Mort, je le trouve vraiment jouissif. Genre, je l'ai revu là, j'ai pris un panard énorme. Peut-être un peu expéditif sur la fin, mais c'est voulu. Peut-être un deuxième acte plus intéressant d'un point de vue de l'action quand elle commence, mais beaucoup moins intéressant vis-à-vis des personnages. Tu vois, un peu sous-côté Rosario Dawson, et puis tous les protagonistes qui l'entourent sont vachement moins éloquents et vachement moins charismatiques que les premières nanas que t'as dans le film, avec notamment la lap dance, Rose McGowan, etc. Puis alors, il se fait plaisir. Enfin, je veux dire, ouais, comme dit Soul, la première scène de l'accident, elle est d'une horreur totale, et puis elle est totalement borderline, et c'est gore à mourir. Enfin, tu as la nana qui se fait faire une lap dance, qui se prend la roue, qui lui broie littéralement la tronche et tout. Enfin, tu sens que là, il se fait plaisir. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ah, je trouve ça génial, Boulevard de la Mort. Je trouve que c'est un film qui est juste brillantissime. Que personnellement, moi, je préfère même à... Oh, que personnellement, je préfère même à Kill Bill. C'est juste que là, je le mets dans la catégorie sous-coté, parce que pour moi, il est clairement sous-coté. Mais je trouve que Boulevard de la Mort, c'est un de ses meilleurs... C'est pas... Bah, c'est dur de dire un de ses meilleurs, mais que c'est super. Et je le préfère à Kill Bill. Kill Bill, c'est très bon. Je suis obligé de mettre sous-coté en dessous, mais je préfère quand même Boulevard de la Mort. Reservoir Dogs. Très bon. Devant Kill Bill. Reservoir Dogs, il serait numéro 4 pour moi. C'est... genre, vraiment, Reservoir Dogs, il serait numéro 4. C'est extraordinaire. Mais en fait, les trois premiers sont tellement genre... Oh, enfin, tu vois, pour moi, dans mon esprit, les trois premiers, c'est genre... Ah ouais, tu vois. Que je vais mettre Reservoir Dogs en 4, mais là, on rentre dans des chefs-d'œuvre, hein. C'est-à-dire que déjà, là, pour moi, voilà, il a fait 4 chefs-d'œuvre. Le reste, c'est des très bons films ou des films sous-cotés ou très bons. Mais vraiment, Reservoir Dogs, c'est une telle leçon pour un premier film dans la capacité de sa scène d'introduction à être ultra prenante d'emblée, dans le choix de la BO, dans les comédiens qu'il va récupérer qui sont exceptionnels. Oh, c'est énorme. Je le mets 4 parce que il y en a 3 que je mets au-dessus. Mais en vrai, ça se joue à rien parce que Reservoir Dogs, c'est super. Inglourious Basterds, pour moi, c'est la maturité, j'en ai déjà parlé. Alors, c'est peut-être un petit peu bas,
Mais il n'y a pas de mauvais film, hein, encore une fois, dans la filmo de Tarantino, c'est quasi que des chefs-d'œuvre, donc c'est pas bas, c'est juste que pour moi, Inglourious Basterds, c'est pas un de ceux que j'aime le plus, mais c'est tellement la maturité de quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose de différent, en étant dans une direction d'acteur superbe, notamment sur Brad Pitt, avec son accent à couper au couteau, etc. C'est très très fort, c'est très très fort. Kill Bill Volume 2, pour moi, il est sous-coté. Il est sous-coté parce que je trouve que le cheminement qu'il y a vis-à-vis des personnages est très bon. L'histoire de vengeance et notamment la poésie de la vengeance derrière avec Bill et la dernière séquence finale avec Bill est fantastique. Je trouve qu'il est vraiment très très bon. Ça veut dire quoi la maturité? C'est parce que... Alors, Inglourious Basterds, pour moi, c'est le film de la maturité. J'en ai parlé en début de live, c'est pour ça que ça fait sens si on regarde l'ensemble. Inglourious Basterds, pour moi, c'est le film de la maturité. Là où il a été capable d'élever encore plus son niveau de jeu dans la réalisation, dans la mise en scène, dans quelque chose où il y a un petit peu moins son style tarantinesque que d'habitude, mais qui est hyper réfléchi, hyper puissant, avec des acteurs qui sont... aussi des acteurs nouveaux dans sa filmographie, on n'en retrouve quasiment pas en fait, qui étaient là avant dans les films précédents, où il va aller dans complètement autre chose. C'est un retour en force aussi après Boulevard de la Mort, qui n'avait pas été particulièrement apprécié. Voilà, c'est vraiment une maturité dans un nouveau Tarantino, où Inglourious Basterds, je le mets pour moi dans la catégorie 8 salopards, Once Upon a Time, Django, c'est-à-dire des films vraiment matures, accomplis, où t'es un peu moins dans le tarantinesque, mais où t'es vraiment... Enfin, et encore, il y a du Tarantino dans les 8 salopards et dans Django, évidemment, mais où t'as vraiment un truc qui s'en dégage, quoi. Once Upon a Time in Hollywood, alors bon, ça fera peut-être pas... Voilà, mais moi, je le mets... Mais en fait, moi, Once Upon a Time in Hollywood, je le mets top 2. Je le mets top 2. Je le mets top... Mais alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, ou qui le considèrent trop long, ou qui le considèrent trop peu Tarantino, mais vraiment, en fait, genre, Once Upon a Time in Hollywood, c'est une telle lettre d'amour au cinéma, c'est tellement riche dans le jeu d'acteur, c'est tellement puissant dans ce que ça veut transmettre, dans la musicalité, là aussi, tu retrouves du Tarantino, parce que l'utilisation, par exemple, musicale, avec la radio KSJ Los Angeles, je crois, ou un truc comme ça, avec les petits skits, il faisait pareil dans Reservoir Dogs. Avec le super son des 70s, je me souviens plus c'est comment le nom de la radio, mais voilà, c'était la radio super son des 70s. Et je trouve qu'il est d'un impact énorme dans la mise en scène, dans l'amour multiple de toutes les versions du cinéma qui ont pu exister. Je trouve que l'enjeu, il y est, moi. Je veux dire, c'est mou. Faut définir ce qu'est un film mou. C'est un film qui fait pratiquement 3 heures. Moi, je le trouve pas mou parce que, ne serait-ce que Once Upon a Time in Hollywood, la scène où il va dans le ranch de Spawn et où le mec met littéralement 40 minutes, en fait, avant de parler à son pote, et tu te dis, ces 40 minutes sont-elles nécessaires? Le climax, la tension, l'enjeu, le charisme des personnages, la gestion de la mise en scène est tellement forte que moi, je trouve ça trop cool. Donc j'irais pas dire que c'est mou, en fait, j'irais dire que c'est du Tarantino, parce que dans ce cas-là, tu peux te dire que Boulevard de la Mort, avant la première scène d'action, c'est giga mou. Boulevard de la Mort, avant la lap dance, ça consiste à des plans de pied et puis des meufs qui veulent serrer des mecs. Des meufs serrer des gars, et ça toute la night, les soirées de samedi soir. Quelquefois, ça me déçoit, pour quelques billets de sang, ça part en giclée de sang, nous sommes vraiment dans du Tarantino. C'est contemplatif, voilà, exactement. Once Upon a Time in Hollywood, c'est pas mou, c'est contemplatif. Mais comme... tu peux pas, à un moment donné, me dire les 8 salopards, j'ai kiffé, et me dire Once Upon a Time in Hollywood, c'est mou. Parce que, alors dans ce cas-là, les 8 salopards, c'est très 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 mou. Sauf que non, c'est contemplatif, et c'est réussi dans le sens. Moi, je trouve que c'est réussi aussi dans cette major-là. Donc je trouve que c'est un style filmique aussi qui lui appartient à lui, et qui est plutôt pertinent. Et puis voilà, peut-être à la rigueur, je trouve que dire que c'est un film aussi qui va parler de Charles Manson, c'est un peu publicité mensongère parce qu'il a qu'une scène. Bon, Margot Robbie, le personnage de Sharon Tate est pas des plus importants, mais pareil, enfin je veux dire, DiCaprio et Brad Pitt sont phénoménaux dans ce film-là. Django, suite du podium. Ça se joue à peu de choses entre Django et Reservoir Dogs, parce que très clairement,
Ouais, Django. Django et Reservoir Dogs, c'est deux films qui n'ont rien à voir, mais j'ai envie de dire Django est quand même tellement abouti. L'histoire est tellement puissante. L'histoire d'amour dans le film est tellement gigantesque. Et puis le rôle de Christophe Valls, quoi. Enfin, je veux dire, le contre-emploi aussi de Samuel L. Jackson et de Leonardo DiCaprio. La bande-son, c'est quand même un western, tu vois, spaghetti, un peu aussi qui parle d'esprit de famille. Il y a un peu de John Ford, l'idéologie du Ku Klux Klan avec Don Johnson qui est tourné au ridicule. Donc t'as plusieurs westerns dans le western, puis d'un autre côté, en même temps, t'arrives à mettre du Rick Ross là-dedans. Enfin, c'est énorme. Ah, moi, tu vois, Olive, je suis pas d'accord sur Once Upon a Time. Once Upon a Time, t'attends, et à la fin, t'as pas rien. À la fin, t'as une réécriture totale de l'histoire où, en fait, Tarantino te dit « J'aime le cinéma, je prends le parti et le pari de garder Sharon Tate en vie pour l'amour du cinéma et pour l'amour de la réécriture, justement, d'Hollywood et de tout ce que ça représente. » Par une séquence qui est une séquence pure à 100% Tarantino, avec du gore, des trucs, des machins qui partent dans tous les sens, qui est le climax ultime de 2h30 d'amour du cinéma. Tu peux pas dire que ça termine sur rien. Parce que ça termine sur le plus beau truc que le cinéma peut te donner, quoi, en fait. Genre, vraiment, hein, c'est... Pour moi, dans la réécriture qu'il y a du cinéma, il y a Inglorious et il y a Once Upon a Time. Bon, Inglorious, c'est fun de voir comment... Hitler se faire enculer à sec bien comme il faut, c'est pas la même donne. Là, ça vient du cœur, quoi. Et puis, évidemment, premier, Pulp Fiction, The GOAT, dédicace à Soul. That's why he's the GOAT! The GOAT! Mais vraiment, ouais, non, c'est genre... c'est extraordinaire. Mais Val, t'es un peu incohérent. Dans la tier list préférée, tu mets Reservoir Dogs et pas Django Unchained, donc tu préfères lequel? Eh bah Django. Bah non, je suis pas incohérent. Regarde, je vais me dire, je suis tellement pas incohérent qu'au final, je vais mettre Death Proofs ici. Parce que pour moi, c'est très bon. C'est même pas sous-coté, c'est très bon. C'est-à-dire que dans le sens, ils sont tous très bons, mais ça, ce serait à peu près le classement que j'ai à l'heure actuelle. C'est même totalement le classement que j'ai à l'heure actuelle. Pulp Fiction en 1, Once Upon, Django, Reservoir Dogs. Parce que si même Reservoir Dogs, je le trouve extraordinaire, et que ça se joue à très peu de choses, bah Django, je le trouve aussi extraordinaire, mais d'un autre côté, Django, je le trouve un poil plus abouti. Parce que c'est du cinéma ultime, quoi, voilà. C'est super. Donc là, oui, c'est plus cohérent, parce que tu vois, Boulevard de la Mort, je le préfère, je pense, au premier Kill Bill. Donc je partirai là-dessus. Après, t'as Jackie Brown et Kill Bill 2, mais enfin, c'est sous-coté, pour moi, ça reste des très bons films. Et puis après, les deux autres que j'aime un peu moins, mais voilà. Mais Pulp Fiction, je veux dire, d'un autre côté, moi, Pulp Fiction, je peux pas vous dire que je peux pas le mettre en numéro 1, parce que c'est celui que j'ai découvert. Il y a aussi le facteur émotionnel qui est hyper important, et qui, voilà, Pulp Fiction, je l'avais mis dans mes films cultes. Le Pulp Fiction, j'ai grandi avec ce film. Pulp Fiction m'a fait découvrir des comédiens. Pulp Fiction m'a fait découvrir pour la première fois Tarantino. Pulp Fiction m'a fait découvrir la musique de Tarantino. Enfin, je veux dire, tu sais, j'étais parti du principe de waouh, c'est exceptionnel. Genre, c'est totalement novateur. Moi, j'ai regardé ça, j'étais gamin, j'ai fait putain, c'est du cinéma comme j'aime, quoi. Tu vois, genre vraiment. Et pourtant, j'étais petit, tu vois. C'était pas forcément du cinéma qui était censé pouvoir me plaire, mais j'avais trouvé qu'il y avait une telle envergure là-dedans que forcément, t'as le côté émotionnel. Tout est culte en fait dans Pulp Fiction. Tout est culte. Enfin, la scène d'intro avec l'Ézéchiel, la scène avec Mia Wallace, la scène avec Bruce Willis, la scène avec Christopher Walken. Enfin, je veux dire. Même ça c'est un skit, c'est juste un interlude. C'est le début, enfin si c'est le début de la séquence avec Butch, mais au début, tu vois, la séquence, elle est trop sérieuse. Puis après, t'as Christopher Walken qui regarde la caméra et qui dit, pour pas que les Viettes prennent la montre, eh bien, il se l'est mise dans le cul. Et il l'a donné à quelqu'un qui se l'est mise dans le cul. Et je me la suis mis au plus profond de mon anus aussi pendant 6 ans. Et maintenant, aujourd'hui, cette montre te revient. T'es là, tu fais, mais what? Mais c'est n'importe quoi, en fait. T'es là, tu fais, mais putain, arrête, le début, il était trop bien. Tu sais, genre, on était vraiment dedans. Et là, t'arrives et tu fais, eh ben, tu vois, cette montre, il se l'est mise dans le cul. Fallait avoir du courage pour se la mettre dans le cul. C'est genre... Puis Christopher Walken, il est giga sérieux en parlant à un gamin qui a 8 ans. C'est genre, attends, putain, s'il te plaît. Même la scène où, genre, elle se fait son overdose, là, avec... comment il s'appelle, celui qui jouait dans La Mouche 2, qui avait failli jouer dans Retour vers le futur. Là aussi, le mec a été très bon dans sa carrière. Eric Stoltz. Même cette scène-là, doublée par Emmanuel Curtil, cette scène-là, elle est à mourir de rire, mais en même temps, c'est super drôle. Enfin, il y a tellement de choses... Pour moi, Pulp Fiction, il est numéro 1 parce que c'est le culte total.
Il n'y a pas une scène qui est pas culte jusqu'à Wolves. Jusqu'à Wolf, il n'y a pas une scène qui est pas culte. Alors que tu regardes ensuite Once Upon a Time, toutes les scènes sont pas cultes. Django, toutes les scènes sont pas cultes. Reservoir Dogs non plus. Boulevard de la Mort non plus. Kill Bill non plus. Jackie Brown non plus. Pulp Fiction, tout est culte. La mort de Marvin, oh putain le con, j'ai buté Marvin. Mais comment t'as fait ça? Mais je sais pas, c'était un accident. Eh ben des trucs de malade, j'en ai vu un paquet. Mais là, putain déconne pas, je te dis que le coup est parti tout seul. Enfin c'est voilà... 1000 scènes Q dans un film de 2h30. Je sais plus combien de temps il dure, Pulp Fiction. Il me semble pas qu'il dure 2h30. Il doit être un peu plus court, mais oui, enfin, c'est... Quoique, peut-être même pas, hein. Mais ouais, c'est genre... Enfin, c'est... Voilà. C'est l'ensemble du culte. Et là, si je devais faire mon classement des films, eh ben... je pense que ce serait ceux-là. Il y a un dernier point aussi que j'aimerais soulever. Il dure 2h30, Pulp Fiction. Mais putain, il est long. Je le voyais pas aussi long. Il y a un point aussi que je voulais soulever dans la filmo de Tarantino. C'est son univers étendu que je trouve trop cool. Tarantino, c'est un mec qui s'est dit, même si tout n'est pas forcément raccord, Earl McGraw, eh ben je vais l'utiliser à gogo. Parce que j'aime bien Michael Parks, et qu'en fait j'ai envie que Michael Parks, dans tous les films que je vais faire, bah, ce soit Earl McGraw. Et il le fait revenir, avec son gamin. Que ce soit dans... Kill Bill, ou que ce soit dans Boulevard de la Mort, ou que ce soit dans Une nuit en enfer, ou que ce soit... Voilà. Il se dit, je vais faire venir Earl McGraw. Le Big Kahuna Burger. Le Big Kahuna Burger, qui est le Big Kahuna qui a été vu pour la première fois, je crois, dans Une nuit en enfer. Quand t'as... Quand t'as... Non, je dis des conneries, c'était dans Pulp Fiction. Pulp Fiction, Big Kahuna Burger avec Samuel L. Jackson, que tu retrouves ensuite dans Une nuit en enfer, et puis que tu retrouves ensuite dans Une nuit en enfer, la série. Ah, c'est devenu une marque déposée, Big Kahuna Burger, le restaurant des films de Tarantino. Les Red Apple, les cigarettes de Once Upon a Time in Hollywood, qui sont aussi utilisées, je crois, dans d'autres films. Le Quarter Pounder with Cheese, enfin, les trucs de Royal Cheese, bon, ça c'est logique, du truc McDonald's. Mais où t'as Big Kahuna, t'as les Red Apple, donc la marque de cigarettes. Tu vas avoir les frères Vega, Vincent Vega et le personnage de Michael Madsen dans Reservoir Dogs qui sont frangins. T'as des tas de petites similitudes en fait qui font un univers à Earl McGraw, qui font un univers en fait qui se passe pas forcément toujours dans le même dans le même truc, parce que si tu te dis que Boulevard de la Mort... Si, Boulevard de la Mort, techniquement, est dans le même univers que Planète Terreur, puisque Earl McGraw joue le même Earl McGraw. Pourquoi? Parce que Earl McGraw, dans Boulevard de la Mort, il va voir à un moment donné, je crois, sa fille, qui bosse dans un hôpital, et il se trouve que c'est l'un des personnages principaux de Planète Terreur, et elle va chez son père dans Planète Terreur, qui est Earl McGraw. Vic Vega, voilà, c'est ça, merci. Mais, donc du coup, tu te dis, bon bah oui, il y a un Tarantiverse, quoi. C'est pas cohérent, les frères Vega, ça j'y crois pas. Ah mais c'est pas... c'est véridique. Après, qu'il y ait un système de cohérence, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est véridique que les deux sont frangins. Alors après, que ce soit cohérent ou pas, bon ça je sais pas s'il y a pensé, mais ça a été confirmé, ça sûr, oui, ils sont frères. Il y avait même un film qui devait être fait dessus qui n'a pas été fait. Mais sinon, ça a été effectivement confirmé. Alors après, t'as... comment dire... T'as pas le crossover ultime où tu te dis, voilà, tout est connecté, tous les films sont connectés de tel à tel truc. Mais je crois qu'il y a des choses un petit peu plus particulières. Il me semble, par exemple, que dans Django, il y a des héritiers de personnages qu'on voit dans les films d'après. Ça, il me semble que je l'avais lu aussi. Donc tout est calculé. Le mec, il s'est créé un petit truc alors qu'il en avait pas besoin. Big Kahuna Burger, le burger hawaïen que les gens préfèrent, etc. Bon, il était pas obligé. Ça a tellement marché que Robert Rodriguez, il en a fait une scène pure dans sa série télé. Et merci beaucoup, Olive, pour le don. Merci beaucoup, ça fait plaisir. En fait, ce qui me gêne, c'est que tu peux kiffer tous les Tarantino, même si t'as pas les refs, sauf Once Upon a Time. C'est ça mon problème avec Once. Pourquoi tu dis ça, du coup, Olive? Genre, qu'est-ce qui fait que t'as pas kiffé? Parce que là, t'es en train de dire, genre, on peut kiffer tous les Tarantino, même si t'as pas les refs, sauf celui-là. Mais il y a plein de gens qui ont kiffé Once Upon a Time. Genre, qu'est-ce qui fait que toi, tu l'as pas kiffé? Parce que Once Upon a Time in Hollywood, il peut être kiffé en temps... C'est peut-être par rapport au fait du style Tarantino. Là où je suis peut-être d'accord avec toi, c'est pas un de ceux qui fait le plus tarantinesque. Mais en vrai, je trouve qu'il y a quand même un petit enjeu... Il y a quand même du Tarantino dedans, dans la BO, dans les dialogues, dans les monologues, dans le final, etc. Et même si c'est lent, il nous avait habitués aussi à des films. Inglourious Basterds, il se passe pas grand-chose si tu pars par là. Les 8 salopards, encore moins. Kill Bill Volume 2 n'a pas, je crois, un flot d'action extraordinaire comme dans le premier. Pourtant, bon...
Ah, moi, je trouve qu'il est très. Enfin, je comprends que ce soit peut-être un de ceux avec lequel on a le plus de mal. Moi, je sais que ça m'a mis une gifle. Puis j'y suis allé 3 fois le premier jour, quoi. Je suis allé le voir 3 fois le premier jour et 4 fois en 2 jours, hein. J'avais fait ma critique, je m'en souviens, hein, mais j'étais allé le voir le matin, le début d'après-midi, j'ai tourné ma critique, je l'ai faite, je suis retourné le voir le soir, et j'ai rebossé sur ma critique toute la nuit. Je suis retourné voir le lendemain et j'ai publié ma vidéo le lendemain ou le surlendemain. Mais j'avais pris un panard. Enfin, c'était la première fois que j'allais voir 4 fois un film en 2 jours. Même les Jurassic, hein, je suis pas allé 4 fois en 2 jours. Once Upon a Time, il fallait. Je me suis dit, allez, mec, si tu veux un film aussi gros que ça, aussi épais que ça, pour faire la meilleure critique possible, en vrai, va le voir beaucoup de fois parce qu'il va falloir que tu le vois sans notes et après avec prise de notes et reprise de notes ensuite. Parce que pour moi, il ne raconte rien. Tu vois, tu me parlais de l'enjeu Sharon Tate, je connais pas l'histoire, ça m'a pas du tout parlé. Les rêves amours du cinéma, j'ai pas non plus, sauf Bruce Lee. Ah ouais. Ah oui, oui. Bah oui, mais alors comment t'expliques que les autres films... Alors, comment t'expliques... Parce que ça raconte quelque chose, c'est juste que toi, ça t'a pas touché, mais alors ça, du coup, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que les autres films, t'as aimé même si t'avais pas les références, et pas celui-là? Parce que par exemple, tu vois, un film comme Boulevard de la Mort, le nombre de références au slasher, au grindhouse, à l'horreur, au truc, au machin, il y en a plein. Pourtant, c'est vrai que si t'as pas forcément les rêves du grindhouse, honnêtement, Boulevard de la Mort, il est super long à se mettre en route. Faut aimer le style, quoi, hein. Mais oui, non, si, je peux comprendre, je peux comprendre. C'est juste que, enfin, c'est vrai qu'il y a peut-être trop de refs. Peut-être que Once Upon a Time, j'ai pas encore vu Boulevard, c'est le seul. Ah, d'accord, ok. Parce que peut-être que Once Upon a Time, il y a trop de références. Once Upon a Time, c'est juste qu'à quand tu marches dans la rue, t'as des plans qui sont hyper longs pour que tu vois des posters, des affiches, des trucs, et t'es là, tu fais, waouh la vache, putain, c'est tellement copieux de ouf. Comme Babylone. Babylone, ben, je l'ai commandé en steelbook normalement il y a 2 ou 3 mois. Enfin, dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai commandé dans la foulée, puis je vais le recevoir fin du mois normalement. Babylone, il est tellement copieux en référence filmique aussi, c'est un délire, hein. Boulevard de la Mort, tellement sous-coté, il est sous-coté de ouf. Il est sous-coté de ouf, mais genre, bah pour l'avoir revu et avoir pris un panard de ouf à le revoir, en fait, je le mets dans très bon parce que pour moi, c'est genre génial, quoi. Je peux pas me résoudre à le mettre dans sous-coté parce que pour moi, genre, il est tellement cool. Genre, il est tellement cool que je peux pas me résoudre à le mettre plus bas. Je le mets, voilà, Reservoir Dogs, il est quatrième parce qu'il faut forcément mettre un quatrième parce que j'ai un poil plus d'affection pour Django. Mais, enfin, parce que Django est plus complet, parce que j'ai autant d'affection pour l'un que pour l'autre, c'est surtout des films qui n'ont rien à voir. Mais il y a vraiment, pour moi, en vrai, même si j'adore Jackie Brown aussi, il y a vraiment un top 5. T'as Pulp Fiction, Once Upon a Time, Django, Reservoir Dogs et Boulevard de la Mort. Et ensuite, t'as la deuxième session des 5. Et Kill Bill, Jackie Brown, Kill Bill Volume 2, Inglourious Basterds et Les 8 Salopards. Mais les 10 sont des bons films. C'est juste que, par exemple, moi je suis pas un grand fan de l'animé japonais ni de la culture japonaise. Ça m'a toujours... Alors vraiment, je suis passé totalement à côté. J'aime beaucoup la culture, par exemple, afro-américaine, ou la culture africaine, ou les cultures amérindiennes, ça j'adore. Culture Amérique du Sud et tout. La culture japonaise et asiatique, en règle générale, à part le cinéma de Hong Kong et le cinéma coréen que j'aime beaucoup. Alors là, le truc japonais, ça m'a toujours... Mais c'est bien un film, un pays où j'ai pas du tout envie d'aller, que tout le monde coche en général, dans le genre, ah moi il faut absolument que j'aille là-bas, c'est le Japon. Alors le Japon, ça m'intéresse, mais pas du tout. Pourtant j'ai aimé. Alors que j'étais pas du tout le public. Pourtant j'ai aimé. J'ai même aimé le style animé qu'il a fait dans la séquence d'animé qu'il a fait. Alors que globalement, c'est pas du tout mon délire, quoi. T'aimes les sonorités africaines. Ah, moi j'aime bien quand on fait un remix de Marine en version Makina Soul. Mais ça, c'est parce que Dylan Grosson a de l'or entre les mains, je te le dis. Kemar, il était en live musical, je sais pas si t'as vu Soul. J'ai vu ça sur Instagram, il était en live sur Twitch, invité chez quelqu'un pour parler de DJ set et tout, parce qu'apparemment, il a fait un DJ, un set calibré sur mesure hier soir, et il était en live sur Twitch. J'ai regardé 30 secondes, je me suis tapé des barres. Même pour les jeux vidéo et le Mont Fuji, ouais, non, ça m'intéresse pas du tout. Bah, les jeux vidéo, je veux dire oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui viennent aussi de là-bas, etc. Et forcément, oui, si, il y a des principes il y a beaucoup, beaucoup de compagnies ou de trucs, etc., qui sont là-bas, qui sont intéressantes. Puis il y a quelques cinémas quand même que j'aime bien. Enfin, je veux dire, bon, globalement, cinéma sur les Yakuza, les trucs comme ça et tout, c'est plutôt cool. Mais je sais pas, j'y arrive pas. C'est pas du tout une culture qui m'intéresse, quoi. Bah voilà, je sais pas pourquoi, mais depuis le début, je suis quasi sûr que je vais pas kiffer Babylone.
Ah, et Babylone, c'est plus rythmé que Once Upon a Time. Hein. Babylone, déjà, pendant 30 minutes, t'es dans un espèce de banger total, un truc complètement what the fuck, un peu à la Projet X, mais à l'époque, quoi. Ensuite, Babylone, j'ai un peu moins aimé que Once Upon a Time, parce que Once Upon a Time, c'est fourni, mais avec une bonne ligne narrative. Babylone, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens, sur plein de scénarios différents, avec certains qui sont pas forcément ultra étudiés plus que d'autres. Et puis la fin aussi, où t'en mets peut-être un petit peu trop dans l'hommage au cinéma. Mais sinon, c'est super. Enfin, moi, je te conseille de le voir quand même, parce que Babylone, ça reste un film immense. Enfin, je veux dire, qui fait tellement de bien. Et puis le passage du muet au parlant, si t'as envie d'en découvrir plus, ce qui est quand même le socle principal, hein, le passage du muet au parlant pour certains acteurs, notamment Margot Robbie et Brad Pitt, c'est fabuleux. C'est vraiment super, quoi. Puis t'as la patte d'Abien Chazelle, c'est giga coloré. Laisse-lui une chance quand même, on sait jamais. Regarde Boulevard de la Mort d'abord, et après tu me diras, mais c'est quand même fort. C'est quand même fort. Tac, tac, tac. Et écoutez, on est sur une bonne heure et demie de live que j'ai trouvé très saillant. Est-ce que ça vous a plu, ce petit live spécial Tarantino? Live qu'on pourra refaire sur plein de cinéastes et plein d'acteurs par la suite, hein, que ce soit sur YouTube ou plus tard sur Twitch. Il y en aura sur Twitch. Les lives qu'on est en train de faire là maintenant, ce sera des lives qu'on fera sur Twitch à partir du mois de septembre, hein, mais ce sera la même chose. Le même truc, Valo Night Live, etc. Et il y en a beaucoup qui me le demandent. Les lives, on les fera sur Twitch, mais on les mettra en rediffusion sur YouTube quand même. Je les téléchargerai, je les mettrai en rediffusion sur la chaîne secondaire YouTube quand même. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui ont envie d'avoir la rediff, donc ce serait bien de pouvoir avoir la rediff. Mais enfin bon, on peut se faire ça. On peut se faire peut-être, ouais, comme dit Soul, peut-être une tier list des personnages des films de Tarantino. Je sais pas. Il faut que je trouve un sujet pour YouTube pour la semaine prochaine, donc on verra un peu comment ça se passe. Peut-être sur un autre acteur ou autre, mais voilà, c'est vrai que des lives, on va essayer d'en enchaîner quelques-uns, pas mal sur des acteurs, des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire sur certains acteurs ou autres que j'ai pas l'occasion de faire, parce que j'aurais plus l'occasion de les faire en vidéo. Il y aura de très 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 grandes chances que vous ayez un live sur Tom Hanks, par exemple. J'ai envie de parler de Tom Hanks et de la filmo de Tom Hanks, et ça me dégoûterait en fait, de pas pouvoir parler de Tom Hanks avant d'arrêter la chaîne. Donc il y aura un live sur Tom Hanks qui arrivera, et puis tout ce que je peux pas faire en fait en vidéo, je le ferai par la suite en live, et puis ce sera sur la chaîne secondaire, et puis ce sera là jusqu'à fin juin, hein, puisque là on a encore, voilà, on est le 14 mai, le dernier live ce sera le live du 24 au 25 juin, donc ce sera le live de 30 heures. Et puis, il nous reste une dizaine de vidéos, dont celle sur Tarantino, qui sortira, comme je vous l'ai dit, hein, qui sortira pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Je vais prendre mon temps pour la faire, parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a 4 films que j'ai déjà fait. Pour que la vidéo dure pas non plus 10 000 ans, c'est entre 2 et 3 minutes d'analyse de scène par film, pour les 10 films, avec une introduction sur l'univers de Tarantino d'environ 10 minutes. Il y a une petite introduction sur qu'est-ce qu'est Tarantino quand même, parce qu'il faut en parler d'une dizaine de minutes, avec des extraits d'interviews, des choses comme ça. Et puis, il y a une grande vingtaine de minutes, si ce n'est peut-être un petit peu plus, sur ces films-là. Demain, je sais que je vais écrire sur Once Upon a Time, justement, et Les 8 salopards. Ce sera mon travail d'écriture de demain, de travailler sur Les 8 salopards et Once Upon a Time. Et puis après, il me restera encore 4 films, parce que, pareil, va choisir une scène dans Pulp Fiction. Va choisir une scène dans Pulp Fiction. Comment tu veux que je trouve dans Pulp Fiction une scène... c'est surréaliste. Mais le planning est simple, hein. De toute façon, la semaine prochaine, ce sera demain pause. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi... Ce sera Star Wars, Jedi Survivor. Et samedi, ce sera de la NBA. Et dimanche, ce sera un live YouTube. Mais je sais pas encore sur quoi. Et le truc Ezekiel, je peux pas. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Je ne peux pas, dans Pulp Fiction, parler de l'Ezekiel de Samuel L. Jackson. Puisque la scène que je vais faire des 8 salopards, c'est le monologue de Samuel L. Jackson. Et en fait, l'idée...
dans la scène que j'ai envie de montrer des 8 salopards, c'est de l'intituler L'autre monologue de Samuel L. Jackson, parce que ce monologue est extraordinaire et on en parle beaucoup moins que l'Ézéchiel, alors qu'il est dans un seuil de folie tellement plus énorme et que le montage est tellement plus intéressant. J'ai pas envie de mettre deux scènes qui se ressemblent beaucoup. Pareil pour Inglourious Basterds, faudra que je retrouve une autre scène que Once Upon, puisque je vous l'ai dit, Once Upon a Time, ce sera la scène finale que je vais étudier. Je vais pas prendre la scène de la fusillade où il bute Hitler, parce que c'est 2 fois de réécriture historique, ça sert à rien de parler 2 fois de la même chose. J'essaie de vraiment prendre une scène qui a un style à la Tarantino sur 10 séquences différentes, mais qui est 10 scènes différentes. Donc on verra un petit peu, sur Tarantino ce que je vais pouvoir mettre. Parce que la musique j'ai déjà fait, bon il y en a plein, hein, mais là il va me manquer Pulp Fiction, il va me manquer Kill Bill 2 qu'il faut que je revoie, il va me manquer Inglorious et Django. J'ai pas la scène de Django non plus. J'ai pas la scène de Django non plus parce qu'en fait la scène de Django, il y a tellement de scènes cultes que j'ai pas... En fait, j'ai pas non plus... La scène m'a marqué de ouf, mais j'ai pas envie de tomber dans la facilité à mettre la scène avec Tupac, parce que tu te dis ah, waouh, tu vas trop... Putain, trop cool. Mais il y en a trop, en fait. Il y en a tellement que je vais voir. Il y a le nombre de scènes incroyables. Alors, par contre, je vais vous poser une question rapidement. Faut savoir que là, je serai sur YouTube, et qu'une discussion et qu'une analyse sur une scène... Bah vous vous doutez bien qu'en fait, une séquence analysée prône le fait de montrer la séquence. Sauf que quand tu veux faire une analyse de 3 minutes pour parler d'une scène qui dure entre 3 et 5 minutes, tu mets quasiment l'intégralité de la scène. Question à 1 million, pour vous, que fait YouTube à ce moment-là? Réponse A, bah ils vous enculent et ils vous disent non, tu ne mettras rien parce que droit d'auteur. Réponse 2, ils vous demandent s'il peut vous enculer, mais il vous retire quand même votre vidéo parce que droit d'auteur. Réponse C, rien ne se passe, mais il vous retire quand même votre vidéo pour droit d'auteur. Réponse D, la réponse D, il vous retire votre vidéo pour droit d'auteur. On n'est pas sur de la démonétisation. Si c'était démonétisé, j'en aurais rien à foutre. Là, on est sur, mec, t'as juste pas les droits, t'es en train de mettre une scène qui dure 3 minutes, on te la dégage. Ce qui fait que, du coup, vous verrez que l'intégralité de ce dont je vais parler avec Tarantino, ce sera avec des extraits filmiques. Il y aura une toute petite introduction sur le film dont je parle avant de parler de l'analyse, qui sera avec des extraits filmiques. Par contre, après, ce sera avec des extraits en images. J'ai fait des screens, et les screens vont arriver et vont être raccords, évidemment, avec ce que je dis, mais ce sera des screens, des séquences avec un petit peu d'images en mouvement, etc. Bah, comme vous pouvez voir maintes fois sur YouTube. Le problème, c'est que moi, en fait, je suis moins chaud. J'aime pas trop cette idée de mettre des images quand tu peux mettre des vidéos. Je préfère, moi, quand c'est en mouvement, que c'est bien. Là, je vais essayer de me démerder. Mais voilà, sur les analyses, ce sera des analyses où il y aura des arrêts sur image sur les plans, parce que de toute façon, mettre 3 minutes, que ce soit en renversé, que ce soit en noir et blanc, que ce soit en petit ou autre, YouTube le trouve et te bousille la vidéo. Ça, je le dirai évidemment dès le départ, mais c'est soit il n'y a pas de vidéo parce que je peux pas en parler, ou je le fais en facecam et nique sa mère en fait. Genre nique sa mère. Mais parce que bon, voilà, putain, enfin, et travaille un peu quand même, quoi. Donc je préfère travailler, faire un truc propre, mais même le filtre, non, le filtre, le filtre marcherait pas, puis j'ai pas envie de faire un truc laid. Mais vous verrez, franchement, j'ai regardé, ça rend pas mal parce que je mets un petit filtre dessus. C'est-à-dire, en gros, je mets les extraits des screens des films. Plan par plan, donc vous avez l'impression de voir les plans, mais il y a un petit filtre un petit peu old movie effect dessus qui rend le truc pas trop mal, et je trouve que c'est sympa, surtout que c'est assez dynamique, et sur l'introduction il y a quand même quelques séquences, notamment avec des séquences filmées, parce que ça c'est pareil, vous allez me dire, bah attends, s'il y a des séquences au début, pourquoi tu mets pas après? Bah parce que mettre 10 secondes d'un film quelque part, puis après mettre 10 secondes de ce qui se passe 1 heure plus tard, c'est pas gênant. Ça forcément, hein, là, ça se déroule à 1 heure d'intervalle. Donc forcément, c'est pas gênant. Par contre, quand tu mets 3 minutes de la même chose, ça c'est chiant. Tu redessines les scènes. Ouais, je pense que je vais... Non, je vais faire comme a dit Malo, je vais toutes les rejouer. Ça va être un peu long, je vous cache pas, ce sera moins qualitatif, mais on va toutes les rejouer. Ça, ce sera... T'imagines le mec qui a vraiment que ça à foutre. C'est bien le problème avec YouTube, les chaînes cinéma, ça vous bloque. Je pense à TFTC, à qui ça doit bien faire chier aussi. Tales from the Click, bah ouais, bah lui, il fonctionne quasi qu'avec des images, hein.
Mais lui, il fait la même chose, mais il y en a plein, Réservoir Vlog, des gars comme ça et tout. Bah ouais, tu mets des photos. Parce que tu peux pas mettre l'extrait, quoi. Donc tu mets des photos. Puis tu te dis, bah j'espère que c'est bien. Mais bon, ce sera bien quand même, je vous dis. Ça le fait tout seul dans le sens où les 10 premières minutes, c'est du montage comme je fais d'habitude avec des extraits voilà, divers et variés de behind the scenes de Tarantino et tout. Ça va, vous verrez, le montage sera quand même intéressant. C'est un montage que j'avais peur de la manière dont je vais le faire, mais qui est quand même plutôt noble. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été là ce soir. On était une petite centaine, mais c'est pas plus mal. Hein, écoutez, parce qu'on a pu bien débattre, etc. Le live sera en rediffusion, évidemment, dès demain sur la chaîne secondaire pour tous ceux qui veulent le voir, le revoir ou le rattraper si vous n'étiez pas là. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures qui risquent d'être à mardi, donc sur Twitch. Des bisous.